fait, j'ai fait un stage de fin d'année dans une grosse boîte qui s'appelait à l'époque Europe Computer System. Je crois que c'était 2000 personnes. Et puis, je me suis fait repérer par le PDG qui dit moi, je m'en vais, je vais créer ma propre boîte, je cherche un associé. Est-ce que ça t'intéresse Le mec est bon quand même. Il sort d'études, il fait un stage et le PDG de 2000 personnes, quand il choisit un associé, il va chercher le stagiaire. Ouais, j'étais chanceux. Sur 1 million d'applications, les gens en utilisent 30, et sur les 30 qu'ils utilisent, il y en a de mémoire 6 qui font 70% des usages. Donc je commence un marathon, je suis au milieu de 1 million de mecs, et je dois obligatoirement terminer au moins dans les 30 premiers, idéalement dans les 6 premiers. Ça fait un taux de mortalité à 99,9998%. Tu as peut-être plus de chances de gagner le marathon de New York, quoi. Voilà, c'est sûr que tu as beaucoup plus de chances. Au lieu de partir 3 semaines, je reviens au bout de 11 jours et je me dis, waouh, faut que je remonte une boîte parce que le plaisir est fabuleux, quoi. On s'engage à protéger le lanceur d'alerte si jamais par malheur son nom devient public. Donc on lui fournit une protection légale, un support psychologique, une formation sur comment on parle à la presse. On fait de la relation avec les gouvernements qui sont censés le protéger, et puis on peut aller jusqu'à, entre guillemets, l'extraire, c'est-à-dire que on loue un Airbnb dans le Montana ou en Corrèze, on lui dit tu restes là 3 mois et on t'appellera quand tu pourras sortir. D'accord. Et tu t'appelleras Jean-Claude Duss désormais. Voilà, c'est ça. Ouais, un style witness protection. Tu sais, c'est une sorte de coaching permanent, hein, mon podcast. Au fond, c'est que pour moi que je le fais. Ceux qui nous écoutent, ils sont accessoires. Je crois qu'ils nous écoutent en fait. Mais de plus en plus, fais gaffe. Mais sincèrement, je préfère me planter à essayer de sauter 2 mètres qu'à réussir brillamment à essayer de sauter 30 cm. D'accord. Bon, ben voilà, ça c'est dit. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Chez Cosa Vostra avec Gilles Raymond. Bonjour. Salut Gilles, ça va ? Salut, ça va ? Gilles, je suis hyper content de t'avoir sur ce podcast. Tu sais que je te traque aussi depuis un petit bout de temps. On s'est croisés une fois déjà, il y a quelques mois, à Bordeaux. Bon, il faut t'attraper, hein, toi, parce que t'es quand même une sorte de libellule qui se pose, qui fonce à toute vitesse entre, on a dit Paris, San Francisco, Bordeaux et Maui. Et Maui. Ouais, parce que comme Maui, c'est juste à côté, c'est pratique. Exactement, c'est qu'à 27 heures de vol porte à porte. Voilà. De Paris ou de Bordeaux ? C'est quasiment la même chose. À 1 heure ou 2 près, de toute façon, ça change rien. 27 heures, ouais, ça fait quand même plus d'une journée, quoi. 27 heures de vol ou Vol, aéroport, attente, check-in, transfert. Ok. Après ces petits réglages, alors en petite intro, moi je suis content de te recevoir parce que j'ai, alors tu le sais, je crois que je te l'ai déjà dit, moi j'ai un immense respect pour toi et je pense que tu es assez sous-exposé dans les entrepreneurs français par rapport à pas mal de choses que tu as pu faire. Et pourquoi j'ai un immense respect au-delà de ma flagornerie habituelle Je vais rougir, mais vas-y. Non, c'est que tu as bossé dans des secteurs que je connais bien, la presse, les médias, qu'on s'est croisés il y a très longtemps et que déjà à l'époque, tu m'avais invité à un petit-déj dans un hôtel derrière la rue, là où il y a tous les restaurants japonais dans le 5e, là, où tu avais tes habitudes, je crois. Et puis, je m'étais déjà dit à l'époque, le mec, il a l'air brillant, je crois vachement en ce gars-là, mais alors... il est quand même parti sur des idées à la con et j'étais moi-même sur des idées à la con, mais bon, il y en a un sur les idées à la con qui s'en est vraiment très bien sorti, et l'autre, bon, après j'ai fait mon petit chemin, mais tu vois, pas sur cette idée à la con, en tout cas sur d'autres. Ouais, chacun trouve ses idées à la con, puis il y a toujours un facteur honnêtement aléatoire, quoi, je pense. Ouais. Enfin, bien évidemment, il faut bosser, bien évidemment, il faut avoir des compétences, etc. Il y aura toujours un facteur aléatoire dans ce qu'on fait, quoi. Et cette idée à la con, en 2 mots, c'était News Republic à l'époque. Ça avait changé de nom, enfin ça a eu plusieurs... Donc le nom original c'était Mobile Republic, ouais. Et puis au bout de 2 ans on l'a fait évoluer en News Republic. Voilà. Et l'idée c'était d'agréger
des flux de news, donc d'acteurs de la news à travers le monde, pour les proposer dans une application nettement mieux faite, avec, en gros, c'était un vrai mode d'UX à mort, hein. Donc j'ai une meilleure application que les autres, et donc les gens vont utiliser la mienne plutôt que celle des autres. Oui, basiquement. Avec une démarche qui dit aujourd'hui, quand quelqu'un ouvre un site web ou achète un journal, il lit à peu près 30% du journal, du média, parce que 70% des sujets qui sont traités ne l'intéressent pas. En revanche, sur les 30%, que ce soit des sujets professionnels, économiques, régionaux, sportifs ou autres, il en veut plus. Donc si je suis intéressé par le foot, je suis intéressé par 2-3 clubs et j'en veux plus sur ce club. Si je suis intéressé par l'ultra trading ou l'ultra fréquence trading, j'en veux plus sur cette information. Si je suis intéressé par le monde du mobile, j'en veux plus sur le sujet. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé des accords. C'est 3 sujets qui te sont chers, le foot, l'ultra. Pas du tout. D'accord. mais c'est 3 exemples très très divers. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé des accords avec 2500 médias, qui est un grand facteur différenciateur par rapport à d'autres boîtes qui crawlaient le web ou qui piquaient les flux RSS. Donc nous, on a pris la face nord, j'allais dire, dans l'ascension, et on a signé 2500 médias dans le monde, qui nous envoyaient 50 000 articles. Et on avait un moteur sémantique, aujourd'hui on appelle ça de l'intelligence artificielle. 50 000 articles jour. 50 000 articles jour, oui. Et on avait un moteur sémantique qui comprenait de quoi parle l'article, et on le poussait sur la thématique choisie ou les thématiques choisies par les utilisateurs, par les lecteurs. Donc quand je dis UX, moi par rapport à ça, c'est ce que je veux dire, donc l'expérience utilisateur, un user experience en anglais, c'est que en faisant ça, en comprenant entre guillemets les articles, en étant capable de pousser les bons articles à la bonne personne, etc. Ça faisait que quand tu utilisais Mobile République ou News République, tu avais finalement un contenu qui t'était plus destiné, qui t'intéressait, voilà, beaucoup plus que sur les autres applis. Sachant que tu ne dépendais pas de tagging de de méthodes de mots-clés, de choses comme ça, de tes éditeurs. C'était vraiment quelque chose de propriétaire que vous aviez fait vous-même. Oui, complètement. Alors, on va aller un peu plus dans le détail éventuellement là-dessus. C'est une boîte que tu as vendue très bien, d'ailleurs, hein, à des Chinois, ce qui est aussi Cheetah, hein, c'est ça ? Cheetah Mobile. Cheetah Mobile. Tu vas m'expliquer comment, parce que j'ai déjà eu un peu l'histoire, mais elle est quand même assez drôle, et puis avec des hauts et des bas. Combien ça a été vendu ? Donc ça a été vendu en upfront cash, donc paiement immédiat en cash, 57 millions de dollars. D'accord. Plus après Et après, il y a des incentives pour le management, il y a des stocks supplémentaires, il y a 57 millions. Il y a un petit paquet en plus. C'est pas dégueu. Ouais. Donc ça a été une belle vente, mais je voudrais revenir en effet sur la difficulté de convaincre les éditeurs. En faire 2500, quand tu dis la face nord, c'est vraiment un exploit, c'est vraiment une face nord. C'est pas, enfin voilà. Et tout ce qui a été fait autour. Mais avant ça, mon cher Gilles, je vais te proposer de te présenter. D'accord, avec plaisir. Donc je m'appelle Gilles Raymond. Je crois que je peux probablement me caractérisé en 3 dimensions. Une première dimension, je suis un fan de technologie. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé dedans, comme toi, très très jeune. Donc, à titre d'exemple, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la réalité virtuelle. Donc, on est en 1992 ou 1994. Oh, la vache. Donc, un petit peu en avance. 1994, la réalité virtuelle. Tu vois, déjà, je crois que je suis très pragmatique, hein, mais moi, mon mémoire, c'était quoi le titre ? C'était le marketing digital. Exactement, c'était pas ça, mais comment le marketing digital va changer la communication et le marketing des PME et PMI, tu vois. Et ça a mis longtemps après à se faire, mais voilà. Mais toi, en avance de phase. Ouais, mais alors la réalité virtuelle en 94, là, t'avais encore plus d'avance de phase que moi, je crois. Oui, j'étais très utopiste. Ouais, c'est ça. Enfin, le titre, c'était mythe et réalité, et la conclusion, c'est que c'était un mythe pour l'instant. D'accord, ok. Et puis, un autre exemple, en 2000, on a lancé dans la deuxième boîte que j'avais montée, on avait lancé les premiers jeux téléchargeables avec du in-app purchase, dans une boîte qui s'appelait Infusio. Oui, très bien. Donc, fan de techno, premier critère. Serial entrepreneur, Don, c'est aujourd'hui ma 4e boîte
que j'ai monté ou commenté. 3e boîte en tant que PDG. Et puis un vrai plaisir de découvrir l'autre, un amour de la rencontre avec l'autre au sens très large du terme à l'international, puisque j'ai vécu sur 3 continents. J'ai vécu un petit peu en Asie, en Europe bien évidemment, puis aujourd'hui aux États-Unis. D'accord. Au sens large aux États-Unis, parce que Hawaï et Maui, c'est quand même les États-Unis loin, quoi. Ouais, c'est ça. Puis j'ai fait Los Angeles, et puis bien sûr j'ai fait San Francisco. D'accord. Ça fait beaucoup, hein. Et Infusio, moi je m'en souviens aussi sur des écrans mobiles, je voyais ce truc apparaître là au début, tu avais un écran d'accueil Infusio et rappelle-moi ce que ça faisait Infusio. Bah, c'était un truc hallucinant, c'était une technologie qu'on intégrait dans le téléphone mobile et qui permettait de télécharger des jeux avec un système de facturation par le SMS. Et on est en 2000, hein. On avait 25 millions d'utilisateurs payants, on avait déployé en Chine, en Espagne. 25 millions payants sur mobile, c'est n'importe quoi en 2000 quand même. Ah ouais, en 2000 c'était rigolo. Sur des jeux, l'écran c'était noir et blanc, bien évidemment, 96 x 48 pixels. Hein, donc on était sur des trucs rigolos, quoi. Style Pac-Man, Space Invader, enfin ce type de jeu assez basique, quoi. Bon, alors vous voyez qu'avec Gilles, on pourrait faire un épisode très long, mais malheureusement aujourd'hui on a une contrainte de temps, donc du coup on va devoir quand même aller vite sur certaines choses, mais on va quand même revenir sur Infusio parce que je veux comprendre comment tu l'as monté, dans quel contexte, etc. Mais si je dois remonter un peu avant tout ça, tu es né quand toi à peu près? Voilà, vaguement. Je suis un dinosaure. Je suis né en 1968. D'accord, une belle année. Donc et tu as commencé dans le digital t'es né où d'ailleurs à Paris. Parisien. D'accord, que tu as quitté en fait Paris. Ouais. Pourquoi? Alors d'abord, mes parents étant dans la fonction publique, pour faire une belle carrière dans la fonction publique, il faut déménager entre tous les 2 ans et tous les 5 ans. Donc j'ai beaucoup déménagé quand j'étais tout petit. Hein. J'ai vécu en Guadeloupe, à Millau, à Strasbourg. Enfin. D'accord. Et je suis revenu à Paris pour mes études et commencé à bosser. Où ça, t'as étudié? À l'IPAG. D'accord. Parce qu'on a fait la même école. IPAG Paris. IPAG Paris. Et puis à un moment. Qui donne des bons profils quand même. Hein. Voilà, quoi. Hein. Et puis à un moment, quand j'ai créé la 2e boîte, donc Infusio, je me suis dit que j'allais devoir bosser comme un dément et que quitte à le faire, il fallait le faire dans un cadre sympa. J'en avais parlé à mon associé qui me dit, moi j'ai besoin d'être proche de la montagne. Je lui ai dit, moi j'ai besoin d'être proche de l'océan. On a regardé Saint-Jean-de-Luz, c'était sympa, mais il nous fallait quand même un aéroport et une gare un peu sérieuse. Et puis on a décidé d'aller passer un week-end à Bordeaux où j'avais jamais été de ma vie. Week-end qui s'est passé fabuleusement bien. On s'est dit, on déménage à Bordeaux et c'est comme ça que j'ai quitté Paris. Sans te planter, a priori, puisque d'accord. Voilà, sans me planter. Et avant ça, du coup, parce que t'as fini tes études en quelle année, toi? 96 de mémoire. Donc t'as quand même bossé pour quelqu'un d'autre déjà dans ta vie? Non, puisque j'ai co-créé une première boîte. En fait, j'ai fait un stage de fin d'année dans une grosse boîte qui s'appelait à l'époque Europe Computer System. Je crois que c'était 2000 personnes. Et puis, je me suis fait repérer par le PDG qui dit moi, je m'en vais, je vais créer ma propre boîte. Je cherche un associé, jeune, qui a une vision un peu techno, qui bosse. Est-ce que ça t'intéresse Le mec est bon quand même. Il sort d'études, il fait un stage et le PDG de 2000 personnes, quand il choisit un associé, il va chercher le stagiaire, quoi. Ouais, j'étais chanceux. C'est-à-dire que je l'ai croisé, comme j'arrivais tôt et que je partais très tard, je le croisais régulièrement dans l'ascenseur. Et je disais, mais c'est qui ce mec Et puis, du coup, il a demandé ce que je faisais. Il voyait que j'étais sur un sujet innovant qui était la réalité virtuelle. Ce qui, pour une boîte qui travaillait avec les gros industriels comme EDF, Dassault, faisait pas mal de sens. Donc, il s'est intéressé. Du coup, on a échangé. Et puis, du coup, l'histoire a commencé comme ça. Et toi, tu te projetais comment à ce moment-là? Tu te voyais rester dans la boîte? Tu trouvais ça bien? Ou tu te disais déjà que tu voulais monter un business? Alors, j'étais plus vers l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu un peu de mal avec la hiérarchie. Pour pas dire beaucoup de mal avec la hiérarchie. Pour l'anecdote, pendant mon service militaire, même pas pendant mon service militaire, tout de suite au début, je me suis foutu sur la tronche avec des officiers, ce qui m'a permis de partir directement en régiment parachutiste semi-disciplinaire. D'accord, je vais dire au mitard, donc c'est quasiment pareil, d'accord. Voilà, c'est à Metz, donc sous le soleil tropical de Metz.
Et donc j'ai toujours eu un peu de mal avec la hiérarchie, donc je me voyais plus en entrepreneur. Régiment parachutiste semi-disciplinaire. Va quand même falloir que tu me racontes un peu comment ça se passe là-dedans. Tu t'es avec des mecs. Putain, le truc qui fait peur. Je crois que 25% des mecs avaient fait de la tôle. Ou, enfin, c'est pas totalement disciplinaire, mais c'est semi-disciplinaire. J'avais jamais entendu ce terme. C'est d'accord. Donc voilà, donc tu apprends la vraie vie d'ailleurs. Hein. Tu rencontres des gens que tu n'as jamais fréquentés dans ton milieu. Tu rencontres une partie de la France. Puis quand je dis tu rencontres, tu vis avec, tu cours avec, tu prends la douche avec. Enfin, tu vis réellement avec des gens que tu n'as jamais eu. Et sincèrement, l'opportunité, la chance de croiser, parce que tu as aussi des super profils très différents de toi, mais des super profils. Puis c'est la vraie. C'est après l'école, ça C'était entre ma 3e et ma 4e année. Je fais un petit stop. Tu prends des torgnoles et tout là-dedans? Enfin, comment ça se passe? On te réveille à 5 du mat? Non, on te réveille à 2 heures du mat. Natural Born Killer? Ou comment ça s'appelle ce truc de l'armée américaine avec... c'était Stanley Kubrick. Oui, c'est Natural Born Killer, je me trompe. C'est plus, mais tu te réveilles à 2 heures du matin et puis t'as 10 minutes pour préparer. On est au mois de février à Metz et tu pars courir 14 bornes avec ton sac à dos. Et puis tu reviens à 3h30 et puis à 5h t'es debout et puis tu rentres dans un avion de nuit et puis on te fait allez c'est parti, tu sautes. Enfin tu fais des trucs que tu feras jamais dans le civil mais qui sont magiques. Enfin j'ai sauté sur le mont Saint-Michel. Mais non. Voilà, c'est des souvenirs. En plus j'étais premier de largage, donc les mecs ouvrent la porte, tu te mets devant la porte et t'attends la fameuse sirène et tu vois le mont Saint-Michel et puis quand t'entends la sirène qui marque toute ta vie qui est hop, ça commence, les mecs, tu largues 80 bonhommes. Donc ouais, c'était chouette. J'ai éclaté. Des ouvertures auto, hein, ça s'ouvre, des parachutes qui s'ouvrent directement en sortant du truc. Tout de suite. Et t'as kiffé? C'était un cauchemar, j'en ai chié, tout ce que tu veux. Hein. T'as envie que ce soit fini quand t'es dedans? Non, pas obligatoirement. Il y a des fois, par contre, tu te dis, toi, on avait fait une marche de 80 km avec 23 kilos sur le dos au mois de février à Metz, et tu te dis, je vais aller voir un psychiatre à la sortie de mon service, parce que qu'est-ce que je fous là, quoi. C'était pas vraiment obligatoire à cette époque. Donc j'avais poussé le vice pour y aller et pour aller au régiment semi-disciplinaire. Ouais, j'étais en semi-disciplinaire. Par contre, j'avais demandé les paras, donc d'accord. Donc je poussais. Tu te fouettais un peu le soir. Voilà, c'est ça. Et tous les matins et tous les soirs. Donc il y a des fois où tu te dis, je suis fou, faut que j'aille me faire soigner. À la fin, tu te dis, c'est une super expérience. Et je me suis éclaté. Après, je me suis pas engagé, hein, donc. C'est sans rentrer dans les méga clichés, c'est un. Alors, au-delà du fait que ça t'ait marqué, ça semble assez clair. Est-ce que ça t'apporte des choses pour plus tard? Enfin, est-ce que tu prends des bagages? Alors, t'as parlé des rencontres, mais... Oui, alors d'abord, je pense que tu rencontres des gens qui sont exceptionnels, mais qui sont dans un milieu qui n'est pas ton milieu, que tu n'as jamais fréquenté. Et encore une fois, c'est pas, je les croise en buvant un verre et une bière autour d'un match de foot. C'est je vis avec, et donc je vois leur quotidien, etc. Et puis, tu apprends sincèrement le dépassement de toi, mais pas au sens je suis une brute, je vais me montrer que je suis meilleur, au sens waouh, je savais pas que j'étais capable de faire ça, quoi. Et tu découvres la puissance de ton mental sur ton physique. Tu vois, j'étais physiquement pas bon par rapport à des mecs qui montaient des échafaudages toute la journée ou transportaient des sacs de farine. Tu joues pas dans la même cour. Moi, j'ai passé 4 ans avec à bouger un crayon sur une feuille, assis, donc physiquement, on jouait pas dans la même cour. Et le facteur qui m'a sauvé, c'est de dire, tu tiens, quoi. Quitte à être KO, mais t'es KO debout. Et ça, tu le découvres sur toi, quoi. J'ai plus appris en 9 mois d'armée sur moi qu'en 10 ans de vie, quoi. Ouais, c'est marrant. J'ai eu, je sais pas si je dois dire la chance, en tout cas, j'ai pas eu de service obligatoire. Par moment, je me dis, ça aurait pu être je sais pas si j'allais dire marrant, mais je sais pas si j'aurais détesté ça, mais en effet, ça n'a pas été fait. Voilà. J'étais de la première année, 79, j'ai ni fait de service civil, ni les 4 jours, les machins, je sais pas ce que c'est, j'ai rien fait. J'ai même, je crois, un papier qui dit que j'ai fait. Je crois que je ne suis pas dégagé. De mes obligations militaires, c'est que un papier qui dit comme si, je crois que c'est une plantade ce truc, mais que j'avais fait mon service, quoi, en gros. Donc pas mal. Voilà. Donc j'ai commencé par une sorte d'énorme arnaque, tu vois. Passons. Et du coup, quand tu arrives avec ce boss qui te dit je veux m'associer avec toi,
que tu sors de tout ça, de tes études, etc., tu dois quand même un peu te dire what the fuck, quoi. Non? Non, je me dis, c'est absolument génial. Ouais. C'est vraiment. Mais tu le regardes pas en disant pourquoi moi, tu vois, genre, on avait échangé, donc Ouais. je voyais bien, et puis il me l'a expliqué. Il était complètement honnête et intellectuellement brillant et transparent. Donc il disait, voilà, je t'explique pourquoi. Toi, parce que je veux pas bosser avec un mec qui, comme moi, vient de chez IBM. Je veux quelqu'un qui apporte du sang frais, qui est nouveau, qui a une autre vue, et puis voilà, j'ai amené 7 dimensions sur la table, quoi. On a eu, je crois que tu l'as écouté parce que tu l'as partagé, puis c'est de Pierre Chapaz, hein, IBM, etc. Bien sûr. Je te remercie de ce partage. Oui. Mais cette époque, C'est facile. en effet, ouais, mais je l'apprécie. Cette époque, la tech, etc., c'était vraiment Microsoft, IBM qui était en perte de vitesse, etc., etc. C'est quoi alors c'est quoi votre projet du coup? C'est pas une fusio là, hein? Alors non, ça s'appelait Digitog, et l'approche, donc on est à l'époque du CD-ROM, Ouais. et c'est dire, au lieu que les gens achètent chaque CD-ROM à donc Microsoft Encarta, qui était l'encyclopédie Microsoft, des jeux pour les enfants, C'est vieux, éducatifs, non, etc. ouais. C'est vieux. Ben, on va faire un bundle de 10 CD-ROM qu'on va offrir avec l'ordinateur, et la valeur de ces 10 CD-ROM, c'est le prix de l'ordinateur. D'accord. Achète un ordinateur et on t'offre pour le même montant du contenu intéressant qu'on avait sélectionné, testé, et puis sur lequel on s'était engagé en volume, quoi. C'est déjà du média finalement un peu, puisque tu... Ah oui, c'est complètement du média. Alors, ce qui est intéressant, on parle de coût marginal zéro, c'est-à-dire qu'en gros, du CD, même à ce moment-là, ça coûte rien à produire, à peu près. Si tu arrives à dire aux éditeurs de ces CD-ROM, je vous paye un peu, mais il va y avoir des gros volumes, c'est ça, finalement tout le monde est gagnant parce que le client final est gagnant, la personne qui vend les PC est gagnante parce il donne une valeur double à son PC, voilà, et l'éditeur gagne aussi au passage un peu. Et toi tu complètement compris et résumé D'accord. l'offre de valeur. Et toi tu grattes un peu au passage, chez qui? Chez l'éditeur? Chez l'éditeur, oui, ouais. oui. Et d'accord. Et donc ça, c'est du B2B. Tu dois convaincre les éditeurs. Il y en a un seul, c'est Microsoft, ou il y en a Ah non, il y plusieurs? en a une petite dizaine. Il y avait du jeu, il y avait de l'éducatif, il y avait Microsoft, bien évidemment. Tu les réunis tous, tu convaincs les constructeurs à chaque fois. Je sais pas si c'était Dell ou je sais pas qui, IBM ou des gens comme ça. Ouais, c'est ça. Compaq. Ouais, non, mais voilà, HP. Compaq. Hewlett Packard, on dit à l'époque. Packard Bell, essentiellement, notre premier partenaire. Et tu leur vends ça. Alors, ok. juste par honnêteté intellectuelle, quand tu dis jeu, enfin moi quand tu bosses avec un mec qui a dirigé 2000 personnes, qui a 50 berges, et que toi t'es frais, innocent et mollu de ton école de commerce, t'as plus tendance à servir le café, j'allais dire, et à prendre des notes pendant le rendez-vous, que de faire la négociation directe. T'apprends. T'étais en apprentissage toujours. Ah ouais, pour moi c'était mon MBA live, quoi. Et pourquoi il avait besoin de toi? Pour cette brique-là, pour comprendre cette dynamique, pour comprendre l'innovation, pour comprendre la tendance du marché. Et puis voilà, t'es jeune, t'en veux, tu bosses sans hésiter, tu t'es... Enfin voilà. Vous avez monté tout ça tous les deux? Ouais. Après, on a recruté, mais c'est lui qui a mis l'argent. De toute façon, je suis étudiant, donc j'ai pas d'argent. Donc, tu vois, j'en sais rien. Je sais même plus la répartition du capital, mais symbolique. D'accord. Et ça dure combien de temps, cette aventure? Ça dure 1 an et demi, parce que bosser avec lui était quand même l'enfer. On me l'avait dit d'ailleurs, ça allait être l'enfer. Le surnom dans la boîte où il était, c'était Pol Pot. Donc tu vois la bonne ambiance. Voilà. Cambodge. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc je m'en vais au bout d'1 an et demi. Il n'y avait pas un général connu, Pol Pot, iconoclaste, ou un bras droit que tu t'aurais pu. Non il avait peut-être un bras droit, mais à mon avis, il le coupait. Il l'a exécuté, ouais, d'accord. Et après, je quitte cette boîte et je rejoins la division jeux vidéo de Sony qui s'appelait Psygnosis. Comment tu quittes une boîte du coup que tu as cofondée au bout de 18 mois? C'est pas un peu dur? Je veux dire, tu dis, bon, vous êtes engueulé, vous êtes mis sur la gueule? La pression était telle que ça a été, c'était l'instinct de survie, quoi. Et pourtant, j'avais fait les paras, donc tu vois, en pression, je m'en étais mangé.
Mais non, la pression professionnelle était telle que je me suis dit, ok, ou je crève sur place. Ou, tu lui rends tes parts, tu les gardes? Non, je les garde de mémoire, mais voilà, je suis dans une dynamique et c'est plus le sujet. Je suis out, quoi. Sony jeux vidéo, donc. Ah ouais. À l'époque, c'est la PlayStation, déjà? Ouais, c'est ça. J'arrive pour le lancement de la PlayStation. Dans le 17e, non? Ouais, avenue de Wagram. Ok, j'habitais juste à côté. 97, avenue de Wagram. Je très bien à l'angle, là. En face de la Poste. Ouais, exactement. Ouais, très bien. Exactement. Donc voilà. Donc super expérience dans une ambiance de folie. Enfin, c'est le lancement de la PlayStation, etc. Wipeout. Voilà, exactement. Cool Wipeout, Destruction Derby, voilà. Ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà, mais j'arrive très vite à la conclusion que je suis pas fait pour les grosses boîtes, quoi. Je manque de me faire virer 2 fois. J'ai des idées. Parce que t'es un gros con, en fait, non? Voilà, c'est ça. Non, mais j'ai des idées bizarres qui disent on va créer le premier centre en France où toute une famille peut venir passer un dimanche pluvieux et donc ils vont pouvoir écouter de la musique chez Sony Columbia, ils vont pouvoir regarder des films chez Sony Columbia, pouvoir jouer aux jeux vidéo, etc. Je présente ça au PDG de Sony France qui me dit non. Et puis voilà, naïvement, je dis je prends le dossier, je l'envoie au PDG de Sony Monde. Qui envoie et c'est le DG de Sony Monde qui me répond en disant c'est une excellente idée. Je vous propose, je mets en copie le PDG de Sony France pour que vous avanciez avec lui. Et donc bien évidemment, ça se passe mal, évidemment. Ça se passe pas très 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 bien. Voilà, jeune, naïf et con déjà. Et du coup, il a dû avancer avec toi ou pas? Ah non, j'ai reçu un coup de fil incendiaire. Génial. Voilà, j'étais à l'époque jeune et con et maintenant je suis plus jeune. Je réfléchis à la fois qui a tort, qui a raison dans ce truc-là, parce que ça nous fait marrer, on se dit c'est un truc qu'il faut pas faire. Mais est-ce qu'on doit faire passer ce message sur ce podcast aux gens, de dire que quand tu arrives et que tu as cette idée, que tu penses que c'est bien, que le patron de Sony France ou ton patron France trouve ça nul, est-ce que tu dois pas l'envoyer au patron Monde quand même? C'est un risque, mais j'allais dire... Est-ce que si t'es sûr de toi, tu dois pas le faire quand même? Ah oui, moi je me dis go, quoi. Ouais, j'ai pas de débat. Seuls les innocents ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils l'ont faite. Hein. Enfin, en anglais, c'est who dares win, quoi. Tu penses que le projet est super bon. Et j'avais fait appel à des potes graphistes qui bossaient sur les jeux vidéo pour faire les graphes. Le directeur financier avait fait le compte de résultats. Enfin voilà, le dossier était un dossier pro, quoi. Et il passait pas dans l'organisation Sony. Mais oui, je pense que... non, parce que c'est... Ouais. Et donc, ça démontrait que, tu vois, tout ça, tu te dis, ok, je suis pas fait pour bosser à une grosse boîte, pour passer par la hiérarchie, je me mets juste à la place du patron Monde, tu vois. Demain, Cosa Vostra fait 40 000 personnes, et puis j'ai des patrons intermédiaires qui bloquent des idées brillantes comme ça. Est-ce que je suis pas content de recevoir des emails du petit stagios ou du junior qui te balance l'idée merveilleuse du truc, tu vois? Je pense que oui, tu vois. Ouais, mais après, le mec, il a d'autres sujets. Enfin, tu vois, il lance la PlayStation ou il prépare la PlayStation 2. Enfin, tu vois, il a des sujets à des centaines de milliards ou à 2 milliards en tout cas. Et toi, ton petit sujet, il est sympa, mais il pèse 50 millions d'euros, quoi. Donc, ça redescend, c'est normal. Oui, que ça redescende, je dis pas le contraire, mais en effet, que voilà, c'est plus les questions de barrière. Ok, je vais accélérer, du coup, si je reste sur ces points-là. Donc, tu t'en vas après avoir manqué de te faire virer 2 fois? Ou ouais, je m'en vais en me disant, je suis pas... Non, mais et surtout, ce qui me frappait, je m'en vais en me disant, j'étouffe dans une organisation de ce type-là. Et puis surtout, ce qui me frappe, c'est je vends des jeux en 3D... super impressionnant, qui coûte des millions à développer. Et puis, je vois en hypermarché, puisque je vendais aux hypermarchés, je vois un truc qui s'appelle Tamagotchi, qui est un petit bonhomme en noir et blanc, dégueulasse, et les hypermarchés en vendent 10 fois plus que mes jeux en 3 dimensions, temps réel, couleur, etc. Quoi. Je me dis, comment ça se fait que ça cartonne autant? Le Tamagotchi, donc c'était un petit un hardware, hein, donc un petit appareil qu'on achetait en supermarché, qui était un animal virtuel en fait qu'on devait alimenter et éduquer un petit peu. On devait faire un certain nombre de choses à heure fixe. Si on sautait des repas, si on faisait des choses, il perdait des points de vie, des je sais pas quoi, et puis il grossissait, et voilà. Et donc on devait s'occuper de ce truc, sinon il mourait, je crois, tout simplement. Quoi. Ouais. Il mourait. Et puis ça faisait un carton monstrueux dans le monde entier. Et je me suis dit, mais si on arrive à faire des jeux addictifs
sur des supports qui ont 20 pixels, on doit pouvoir mettre ce même jeu sur un téléphone mobile. Et là, je me dis, ça, bien évidemment, on peut pas se faire chez Sony. Je m'éjecte et je crée de manière complètement naïve, ambitieuse. Donc on est en 98 là, même la notion de capital risqueur, enfin VC, n'existe pas quoi. Et donc je crée. Aujourd'hui, c'est une start-up, mais à l'origine, c'est une PME quoi. Enfin, tu te dis bon. Donc tu l'as fait tout seul? Tu l'as créé tout seul? Alors j'ai trouvé un directeur technique qui était frais et moulu de son école d'ingénieur, Sébastien Bruat, et on l'a monté à deux. Et donc tu t'as pas d'argent non plus? J'ai quasiment pas d'argent. Enfin, tu vois, c'était 10 000 euros pour commencer. Ce qui est chiant en plus en 98, pour recontextualiser, c'est que pour créer une boîte, c'est quand même vraiment relou, quoi. Tu dois aller, je sais pas quelle, à la chambre de commerce, ouais, tu te fais le greffe du tribunal, la chambre de commerce, les impôts, tous les frais administratifs. Ça te coûte 10% de ton capital, donc tu viens de dépenser 1 000 euros, t'as encore rien fait. Ouais. Ça dure 3 semaines, le process, ça dure pas 24 heures ou 48 heures. Enfin, il n'y a pas un guichet unique. Enfin, Et puis surtout, on te regarde en te disant, t'es trop petit pour qu'on bosse avec toi. Moi, je me souviens d'une discussion avec Alcatel où l'acheteur, donc je lui présente tout ce qu'on peut faire dans son terminal. T'avais une cravate? J'avais pas de cravate, mais en tout cas pas toujours. Mais je me souviens avec Alcatel où je lui présente tout ce qu'on peut faire dans le terminal avec des projets innovants, de jeux, etc. Et puis le mec, il écoute en disant c'est super. C'est en effet ce que m'a dit le chef produit. Ceci dit, vous fatiguez pas trop. Comme vous avez moins de 5 ans d'ancienneté et que vous n'êtes pas en mesure de nous présenter 3 ans de bilan positif, on bossera jamais avec vous. Ça, c'est vrai que. Et donc, tu te dis, bon, ça existe moins, ça. Ça existe plus, je pense, aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, au contraire, même. Tu sais que quand j'ai créé Cosa Vostra, je parle d'il y a 6 ans, il y a 6 ans, j'ai quand même eu des clients qui m'ont dit non, on bosse pas dans le public en particulier ou sur des appels d'offres. Je pense qu'il y en a encore aujourd'hui des boîtes qui te disent si t'as pas 2 bilans positifs d'affilée, on bosse pas avec toi. Je suis quasiment certain sur certains appels d'offres publics. Waouh. Ok. Ouais. Mais en tout cas, j'en ai vu passer. Des mecs qui n'auraient jamais bossé avec Google. Ouais. Et donc, du coup, t'as pas bossé avec Alcatel immédiatement. Et donc, j'ai pas bossé. Alors, après, Alcatel faisait des téléphones à l'époque. Ouais. Et donc, en fait, ma chance, c'est que le prescripteur de cette offre-là, c'était l'opérateur. Et donc, c'était des cycles de vente qui étaient très compliqués parce qu'il fallait convaincre les fabricants et l'opérateur de téléphone mobile en même temps. Donc SFR, Orange, etc. Donc c'est des cycles longs, puisque tu parles à 2 ou 3 mastodontes et tu dois les coordonner. Donc toi, t'es tout petit. T'es tout petit. Mais par contre, SFR et puis bien évidemment après Orange, puis Vodafone, puis Telefonica, puis China Mobile, on dit ok, on voit bien une valeur dans cette offre-là qui va être un facteur différenciant par rapport à nos concurrents. Et donc on est à cette époque, les opérateurs achètent plusieurs milliards d'euros de téléphones mobiles tous les ans, entre 2 à 10 milliards d'euros de téléphones mobiles tous les ans. Et donc ils disent, quand on veut ça, monsieur Alcatel, machin, etc., Samsung, tu mets ça dans ton téléphone, quoi. Tu mets ça dans ton téléphone, sinon t'es pas référencé chez nous, quoi. Donc toi, ton job là-dessus, c'est du haut de tes 25 ans à peine? 27, ouais. 27, c'est d'aller voir quelqu'un chez SFR ou chez China Mobile et lui dire j'ai développé un truc, regarde, ça fait ça, tu peux lui montrer un peu en live, c'est ça? Ouais. Une fois que tu as lancé le premier, c'est plus facile, quoi. Tu dis. Ça me permet de mettre des jeux sur ton téléphone, c'est ça? De télécharger des jeux sur le mobile. Qui vont consommer du SMS et des choses, donc c'est bien pour toi parce qu'on va faire dépenser de l'argent sur tes réseaux. Ouais, et puis tu as un gros facteur différenciateur par rapport à tes concurrents sur une cible qui est vachement intéressante, qui est la cible de ceux qui jouent à la PlayStation, quoi. Et comment tu identifies ceux qu'il faut convaincre? Parce que c'est pas l'acheteur, il est technique. Qui est-ce qu'il faut convaincre au milieu? Tout ça, c'est quand même un boss, un truc. Enfin, c'est quelqu'un d'hyper important, non? Ouais, tu montes souvent à un niveau CMO, quoi, le patron du marketing. De toute façon, à la fin, tu arrives au bureau du patron du marketing. Donc peut-être que tu commences par l'assistant chef produit, puis le chef produit, mais à la fin, la décision, tu te retrouves dans un grand bureau avec 17 personnes et tu pitches en disant les mecs, c'est ça qui va faire que votre produit va être super l'année prochaine, quoi. Donc toi, tu es
quand même tout frémoulu enfin bon, t'as fait un peu de Sony, on l'a vu, ta première boîte, donc oui, quand même, t'es un peu aguerri, mais tu dois quand même être capable d'aller te coltiner ces gens-là, gravir le truc à un moment où il n'y a pas LinkedIn, où il n'y a pas, donc les identifier, c'est quand même pas si simple. Ton associé est là, t'as pas levé encore, au tout début, non, j'ai pas levé. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. D'accord. Je me souviendrai. Quand tu lances la première fois qu'une Fuso est live, Ouais, c'est pas. Donc on c'est est en ton associé qui a tout autofinancement. développé tout seul. Alors, on était 4-5, mais D'accord. on était en autofinancement. On faisait des deals un peu à gauche et à droite avec des opérateurs sur du WAP, d'ailleurs, des services WAP, donc Internet sur mobile, au tout début. Ce qui nous permet de manger, c'est un grand mot, mais en tout cas de payer les frais de structure, on va dire. Et puis à un moment je reçois un coup de téléphone d'un VC qui s'appelle Dominique Vidal d'ailleurs, Ouais. qui est maintenant un des beaux partenaires de chez Index Venture. Index Venture, qui est un des monstres mondiaux. Voilà. Ça, ouais. Et qui vient m'expliquer ce que c'est que du capital risque, qui va prendre des parts dans ma société, mais qui va me filer de l'argent, et que ça va me permettre de développer. Je comprends rien, c'est ce qu'il me dit, quoi. Donc pendant un mois, comme je suis pas très intelligent, pendant un mois, il m'explique comment ça va marcher. Puis je suis méfiant, d'ailleurs. Je dis pourquoi il veut prendre des parts dans ma société, pourquoi ma société, elle vaudrait 10 fois plus que son chiffre d'affaires. Enfin, tout ça est inconnu et nouveau. Ouais, très bien. Alors, c'est vrai qu'on part souvent du principe que les auditeurs de Génération Do It Yourself savent, mais voilà, on peut réexpliquer. Tu peux le réexpliquer maintenant que tu as compris en 2 mots, quoi. Qu'est-ce qu'il est venu t'expliquer alors ? Il est venu m'expliquer qu'il allait injecter de l'argent dans la société. En échange, qui ne faisait pas de chiffre d'affaires ou très peu. Qui faisait très peu de chiffre d'affaires. Et en échange, cet argent allait me permettre de me développer et donc d'avoir une croissance importante. Et en échange, il allait prendre une part du capital de la société, donc une part de la société. Et que cette société, le jour où elle sera vendue, ce capital sera vendu. Et c'est comme ça que lui fait son retour sur investissement. Donc il a investi combien dans la société ? Je sais plus, je crois que c'était 1 billion d'euros. Même pas, ça doit être de francs à l'époque d'ailleurs. D'accord. De francs ou d'euros. Enfin voilà, il a une petite part au tout début, quoi. Ok. Et puis on reçoit l'argent, c'est super, mais finalement on l'utilise très peu parce qu'on en a peu besoin. Mais voilà, c'est là où tu passes du mode PME au mode start-up à une époque où il y en a quasiment pas en Europe en tout cas. Et donc, t'es déjà, voire toujours, puisque tu avais ça dans ta première boîte, dans un business très B2B, à devoir convaincre des espèces de big guys, girls, que ton truc est bien, etc. Tu parles même de China Mobile, donc tu vas en Chine, en fait. Oui. Alors, moi, j'ai besoin de comprendre comment tu fais tout ça, c'est-à-dire comment tu trouves le type qui est chez China Mobile et qui va te dire oui, et comment tu le convaincs. C'est la loi des dominos, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui bosse chez SFR te présente quelqu'un qui bosse chez Vodafone te dit moi je connais quelqu'un à Singapour, tu vas à Singapour. À chaque fois tu y vas, donc on te dit tu prends l'avion, boum, tu pars direct. Ouais. Je faisais des tours du monde. À Singapour, je rencontre quelqu'un, je pitch et je dis je cherche des gens, je suis allé en Chine, comment on va en Chine? Il me dit j'ai un mec. Non, il me dit passe par Hong Kong, donc j'ai rencontré l'opérateur à Hong Kong qui me dit si tu veux China Mobile, il y a voilà ce contact, tu l'appelles puis tu vas le voir. Enfin voilà, par réseau et par vraiment effet domino, j'en connais un qui me présente une autre personne, qui me présente une autre personne, qui me présente une autre personne, en sachant que les opérateurs étaient tous plus ou moins connectés. Enfin voilà, t'avais le groupe Orange, t'avais le groupe Vodafone, t'avais le groupe Telefonica, et puis t'avais des participations croisées en Asie entre les opérateurs de Singapour, de Hong Kong, et puis une influence chinoise. Orange n'était pas encore France Télécom d'ailleurs à l'époque. Ouais, c'était France Télécom Mobile. Ouais. Et donc en fait, ce que tu dis en filigrane là, c'est que tu as toujours beaucoup voyagé. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même une énorme force d'être capable de. Enfin, bon, j'ai pas mal voyagé, mais pas autant que toi, largement pas autant que toi. Mais j'ai l'impression que c'est une de tes recettes un peu à toi, de passer ta vie à aller voir les gens pour les convaincre, quoi, non ? Oui, et j'ai vécu en Asie aussi, donc
j'ai moins d'appréhension de dire, je suis allé vivre un petit peu à Hong Kong, je suis allé vivre un petit peu à Singapour. Et donc, j'ai moins d'appréhension d'aller à Hong Kong et à Singapour. En plus, je connaissais des copains là-bas. Et puis, j'ai un goût de l'autre. Je trouve que la rencontre avec l'autre, elle est magnifique, elle est enrichissante, mais tu as vécu un peu partout, parce que tu le dis même nativement, en Guadeloupe, etc. Finalement, t'es une sorte de citoyen du monde, quoi, un peu. Ouais. Oui, citoyen, je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait plus de 40 pays D'accord, c'est pas mal. à ce jour, et j'apprécie énormément de voyager, de découvrir d'autres cultures, d'autres types de personnes, d'autres profils. Parce qu'en effet, quand plus tard tu vends News Republic à Cheetah Mobile, on dit, c'est ça. Moi, ça me semble hyper exotique, tu vois, comme deal. Enfin, tu te dis, c'est un peu aussi random, quoi. Comment le mec il arrive à faire ça? Et en fait, pour toi, c'est assez natif. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit hyper exotique pour toi. Exotique pour toi, c'est assez. Tout ça se fait assez naturellement, de rencontre en rencontre, de pays en pays, de grosse ville en grosse ville, de gros business en gros business, en plus gros business, etc. Complètement. D'autant plus que chez Infusio, comme sur News Republic, on avait déployé en Chine. Alors, lancer de la news, faire de la news en Chine, c'est un exercice qu'on va dire intéressant, puisque le concept de liberté de la presse est aussi un concept assez éloigné. Mais ça reste un concept, quoi. Voilà, ça reste un concept. Ouais. Mais voilà, on avait déployé en Chine, ça se passait vraiment bien. On avait fait des gros deals sous News Republic avec Samsung et HTC. Et donc, on avait une visibilité qui était disproportionnée par rapport à la réalité de notre taille de boîte, spécialement en Chine. Ça me fait, du coup, on va après aller sur News Republic, mais en fait comprendre un peu le lien entre tout ça. C'est que tu as toujours été dans des deals finalement à l'origine sur PC, ensuite sur mobile, avec du jeu, et ensuite sur mobile avec de la news, mais ça a toujours été ton gros truc d'être un peu entre une plateforme un peu de publishing, donc d'abord Microsoft, tu parlais des encyclopédies, des choses comme ça, puis du gaming que cette fois-ci tu produisais toi-même. Non, les jeux, tu les produis toi-même? Ouais. Au début, on faisait tout nous-mêmes, puis après, on a ouvert les API à d'autres studios de jeux, à d'autres éditeurs. Et ensuite, à de la news. Donc en fait, tu as toujours été un middleman entre toutes ces personnes-là. Ouais. Mais non, cette notion de traveler elle m'impressionne parce que je trouve que souvent, dans les entrepreneurs qui commencent de rien, comme toi, comme moi, comme beaucoup de gens qui sont passés sur Génération Do It Yourself, on est quand même beaucoup. Alors Pierre Chapaz, il explique qu'il est allé pas mal faire du build-up en Europe, racheter ou se fusionner avec d'autres boîtes, etc. Ce que j'ai adoré aussi comme apprentissage. Mais beaucoup d'entre nous, on fait quand même beaucoup de business sur notre home market. Éventuellement, tu as un lancement aux États-Unis, en Allemagne, je sais pas, en Espagne, en Angleterre. Ok, mais ce côté, je suis tout petit, je vais aller voir les mastodontes dans mon univers, dans le monde entier. C'est souvent, c'est mes potes qui sont chez Procter ou chez HSBC ou qui voyagent chez BNP, qui voyagent dans le monde pour aller se voir entre énormes corporations. Mais c'est pas le petit gars tout seul comme toi et moi. Enfin, il y en a pas beaucoup. Je sais pas. Peut-être que je suis. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup pas, mais c'est se dire, ok, j'ai fait un achievement aujourd'hui, je suis en France et ça se passe bien et je remets les compteurs à zéro et je vais essayer de refaire la même chose, de dupliquer la même chose en Allemagne puis en Italie. Puis une fois que je l'ai fait, je dis bah tiens, ça va être rigolo, on va aller plus loin, on va aller aux États-Unis et puis après on va aller se confronter à une autre culture, un autre continent qui est l'Asie. C'est intellectuellement, c'est fascinant, c'est économiquement fascinant. Et puis, il n'y a pas d'autre choix. De toute façon, aujourd'hui, au XXIe siècle, tu veux créer une boîte costaud, c'est dur de rester dans ton pays. Hein. De toute façon, si tu restes dans ton pays, les autres viendront te voir. Hein. Tu sais que c'est un des trucs auxquels je réfléchis parce que évidemment, moi, je me verrais bien aller déployer Cosa Vostra ailleurs, etc. Mais c'est le mauvais côté de ce podcast, c'est que je suis quand même un peu collé. C'est-à-dire que je vais pas me lancer un podcast en anglais parce qu'il y en a déjà 1 million et que je serais juste au milieu de plein d'autres gens et puis mon audience elle est francophone en fait. Et puis aller me coller à Singapour, tu fais vite le tour
même s'ils sont, j'allais dire 10, peut-être 50, peut-être 200 entrepreneurs français dans des grosses villes comme ça. Donc après, il faut continuer. Donc voilà. Donc c'est potentiellement. Ouais, il y a 40 000 Français à San Francisco. Tu te dis, je vais faire les entrepreneurs français. Mais je reste sur des auditeurs et en termes de clients francophones, tu vois, et plutôt français. Mais ça t'empêche pas d'aller déployer, j'allais dire, entre guillemets, la proposition, le service dans le monde entier. Quoi. Ouais. On va y réfléchir. Tu sais, c'est une sorte de coaching permanent, hein, mon podcast. Au fond, c'est que pour moi que je le fais. Ceux qui nous écoutent, ils sont accessoires. Je crois qu'ils nous écoutent, en fait. Mais de plus en plus, fais gaffe. Ok, donc Infusio se déploie. Donc tu lèves cet argent avec Denis Vidal, qui n'était pas chez un Dominique. Dominique, j'espère que tu nous écoutes d'ailleurs. Et que voilà. Et Dominique Vidal, qui n'était pas chez Index Venture à l'époque. Non, chez Banexi. Tu relèves après ou comment? Oui, alors à l'époque, on était la star. Infusio, c'était la star des startups. Hein. On a fait une page dans le Wall Street Journal. On avait fait la plus grosse levée de fonds européenne. Enfin voilà, la société est sous les projecteurs. Tu prends le melon un peu ou ça va? Ouais, je laisserai les autres. J'espère pas, mais t'as pas cette répute. C'est pas à moi de juger, donc je laisserai les autres commenter sur le sujet ou pas. Sincèrement, j'espère pas. Et puis tu prends pas, tu prends pas pleinement la mesure de ce qui t'arrive, toi. Et d'ailleurs, heureusement, parce que la descente est aussi intense que la montée. Donc, on loupe un virage technologique qui est l'arrivée de la technologie Java. D'accord. Et donc, on passe d'un wall garden, sur lequel on maîtrisait tout, un environnement brusquement hyper concurrentiel. Tu peux nous refaire ça en français? Oui, donc on passe d'un environnement où on était complètement protégé, on maîtrisait toute la chaîne de valeur, il n'y avait pas de concurrence, c'était nous qui faisions le marché. Ouais, une fois que tu as bien dealé avec tes opérateurs, tu es un peu loqué, tu es bien, tu es tranquille. La seule solution disponible sur le marché, c'est la technologique, c'est la nôtre, qu'on implémente nous-mêmes dans les terminaux et avec la distribution par l'opérateur. Donc avant de nous faire sortir de cet écosystème-là, faut avoir une solution meilleure. Je suis Pépouze, il faut que je me déploie chez d'autres opérateurs, je suis focus là-dessus et je regarde pas trop ce qui peut arriver derrière. J'ai ma cash code, donc j'ai mon cash qui ça gagne beaucoup d'argent? Ouais, on fait 3 années de profitabilité alors qu'on est jusqu'à 240 personnes. Alors on n'était pas toujours profitable, mais ça se passait plutôt bien. Combien de chiffre d'affaires? Honnêtement, je sais plus le chiffre, mais en fait, ça se passait bien. Dizaines de millions? Oui, on est en dizaines de millions. Quoi. D'accord. Donc ça se passait vraiment bien, et puis arrive donc cette technologie qui est un standard et qui permet à tout le monde de télécharger des applications sur un téléphone mobile qui est pas encore le smartphone, hein, qui est le feature phone, et on loupe complètement ce virage. Quelle année là? On est en 2003-2005 à peu près. Toi, t'as pas vécu la bulle salement. Toi, t'es passé un peu au travers l'explosion de cette bulle Internet en 2001. Ben non, je faisais du chiffre d'affaires. Je crois même qu'en 2001, j'étais profitable. Donc, puis j'avais ce qu'on appelle le hockey stick, quoi, une courbe ascendante, surtout en revenus, en croissance, en usage. Donc ça se passait relativement bien. Hein. Je voyais que ça tapait tout autour de moi. Hockey stick, la crosse de hockey. Ouais. On m'a dit fais gaffe, contrôle tes coûts. Donc hop, je contrôle mes coûts, mais oui, je survis entre les bombes cette partie-là. Tes dépenses, c'est quoi? C'est du personnel. C'est du personnel, quoi. Pas de marketing. Non, je suis en pure B2B, okay. Marque blanche, donc j'ai pas de marketing. Non, c'est de l'équipe tech, et puis il y a du serveur quelque part. Ok. Et tes revenus, c'est un partage de revenus sur les SMS d'achat sur les SMS, plus de la facturation en amont quand je faisais de l'intégration chez les constructeurs. Mais les enjeux pour le constructeur qui vend, j'en sais rien, 10 millions de mobiles, le coût de payer l'intégration, c'est anecdotique, quoi. Donc tu as un constructeur, je refais le modèle et puis après on passe juste à qu'est-ce qui se passe juste après, mais pour être bien certain d'avoir compris, t'as des coûts d'intégration. Donc Alcatel par exemple ou Nokia, tu vas leur dire pour mettre Infusio dans ton téléphone, ça va te coûter tant, mais c'est juste des coûts techniques plutôt. Une fois que tu as Infusio dans ton téléphone,
tu vas avoir une sorte de toute façon, les opérateurs en France veulent que tu aies une Fusio dans ton téléphone, donc tu es obligé de le faire un petit peu, en gros. Oui, enfin, c'était même plus rigolo. Ouais. C'est Vodafone, Telefonica et Orange te demandent de mettre cette technologie, monsieur Samsung, cette technologie dans le téléphone mobile. D'accord. Et tu pouvais pas t'avais pas d'intérêt à leur tordre le bras, à leur dire tes frais techniques ils sont 4 fois plus élevés parce que de toute façon t'as pas le choix? Non, parce que c'était pas ça mon cœur de mon business model. Mon business model, c'est de dire chaque fois qu'il y a un utilisateur qui achète un niveau ou des fonctionnalités au sein du jeu, bah, je touche un pourcentage. D'accord. Ça, c'était du jeu freemium, donc voilà, gratuit à l'origine, et puis en fait, dès que tu veux acheter des choses, voilà. Ouais. Ok. Et puis arrive cette nouvelle techno de Java qui fait que les utilisateurs peuvent télécharger par d'autres moyens, notamment de la data, c'est ça, du Edge et un certain nombre de choses, donc plus des SMS, plus, enfin, des je sais pas, des packs de données ou des choses comme ça, et qui fait qu'ils installent des jeux par une sorte d'autres branchements, quoi, que le tien. Oui, c'est même l'opérateur qui dit, moi j'ai une technologie aujourd'hui qui est standard dans le monde entier, le fabricant... Edge, c'était à l'époque. Non, qui était Java. Ah ok, d'accord. Okay. J'ai le fabricant qui dit, moi j'ai une solution standard qui est aujourd'hui demandée par tous les opérateurs, qui permet de faire plus que du jeu, puisque vous offrez que du jeu. Donc votre solution, j'en ai plus besoin. Donc tu te fais sortir des téléphones? Ah oui, complètement, oui, en 12 mois. Il y a une nouvelle technologie qui arrive, la vôtre n'a plus de facteurs différenciants. Au revoir, quoi. Donc tu as une base installée qui est encore importante, qui permet de... Oui, parce que les gens changent de téléphone un peu moins souvent qu'à une certaine époque, à ce moment-là, non? Oui, je suis pas très sûr de ça. D'accord. Mais donc tu as une base installée qui te permet de survivre un petit peu. Mais ça va vite, quoi. Et puis t'es 280 personnes, donc ça va très très vite. Hein, là, tu sors de 3 années de profitabilité où t'étais pas tranquille parce que t'as bossé comme un yinche, j'imagine, mais t'étais focus quand même assez confiant. Ouais. À un moment où c'est la panique totale, quoi. Ouais, alors les 3 années étaient plutôt au début. Donc après, donc la boîte a été créée en 98. Là, on est en 2003, 2004. On a fait de la croissance externe, donc on a acheté 3 boîtes. Je pourrais passer 2 heures sur la croissance externe. J'ai besoin d'un cours aussi là-dessus, tu vois. Mais oui, alors j'écoutais Pierre Chapas sur le sujet. J'ai pas la même expérience que lui. D'accord. Ok. J'écoutais attentivement en disant, ok, j'ai peut-être ça à intégrer la prochaine fois que ça m'arrive, parce que je suis pas aussi positif sur les stratégies de croissance externe comme il l'a été. Donc je suis preneur pour apprendre là-dessus. Mais donc on fait de la croissance externe, ce qui, du coup nos coûts augmentent puisqu'on a plein d'effectifs supplémentaires. Et sans aller dans la panique, d'abord tu as une première réaction qui s'appelle le déni de réalité, qui est une réaction humaine qui dit quand il y a quelque chose qui est dur, que tu te prends en pleine poire. J'en ai des frissons dans le dos quand tu dis ça. Tu commences par dire non, c'est pas le cas, quoi. Et puis au bout de 3-4 mois, tu dis non, mais il est en train de se passer un truc et c'est réel et ça secoue et il va falloir que je me repositionne. Avec quand même un autre élément qui s'était passé en même temps, qui est on reçoit des propositions d'achat en centaines de millions d'euros. Qui sont refusés par le board parce que le board veut... je crois qu'on avait reçu une proposition... Enfin, c'est pas je crois, on avait reçu une proposition de Yahoo à 380 millions et le board dit non, la boîte vaut plus de 400 et plus proche de 500 que de 400 et donc on veut ce montant-là. Enfin, il y a tout qui se passe en même temps. Et toi, tu peux pas dire non, on vend quand même, ou tu t'es Alors, moi, je suis je suis dans une dynamique qui est de dire il y a des gens sur la courbe d'expérience qui sont très très hautes sur la courbe d'expérience dans comment on vend une boîte. C'est les gens de mon board. Moi, j'ai 0 expérience sur le sujet. Je leur fais confiance, quoi. D'accord. Ah ouais, t'es en mode confiance, 380 millions, t'as combien de parts Je pense que j'ai 10% de la boîte. Donc t'as quand même un petit 38 millions de dollars en jeu, t'as quoi 30 ans par là 34 ans, je pense, de mémoire, 34 ans. Oui, mais je mesure pas ça, je suis pas dans cette dynamique. D'abord, j'ai jamais été, je suis pas mercenaire, le fric m'a jamais fait rêver. Et puis encore une fois, je dis, les mecs qui savent vendre des boîtes, c'est mon board, on est aligné, ce qui n'était pas vraiment le cas d'ailleurs, mais je me suis dit qu'on était aligné. Pourquoi c'était pas le cas? Parce que eux, ils avaient donc le premier investisseur venait de vendre quel coup à Yahoo, donc ils voulaient faire mieux, alors que
Moi, j'étais pas dans une compétition qui disait je dois faire mieux quel coup. Je m'en foutais de faire mieux ou moins bien, quoi. Mais voilà, je leur avais donné cette partie-là du dossier était entre leurs mains, quoi. Et donc, tu passes de ces propositions à quoi alors? À une gestion de crise, à des licenciements en indicateurs. masse. Oui, à des le terme police c'est réorganisation, mais oui, à des plans sociaux, à des indicateurs qui sont tous au rouge, à des tensions avec le conseil d'administration qui sont cauchemardesques. Hein. T'apprends à gérer un bateau dans une tempête, quoi. Tu fais 7 ans de gestion de bateau, t'as vent arrière, calme plat, c'est le rêve, et tu fais Toulon-Porquerolles, et puis brusquement, en 12 mois, tu passes de Toulon-Porquerolles au Cap Horn, au Cap Horn, au 40e régissant ou à la mer de Tasmanie. Et puis, t'as une partie de l'équipage qui est partie, t'as des mecs qui te mettent des coups de couteau dans le dos, t'as un board une partie du conseil d'administration qui est sous tension parce que on représentait jusqu'à 50% de la valeur du portefeuille chez certains de nos investisseurs. Donc, les mecs étaient sous forte pression. Enfin, j'ai fait un board dont je me souviendrai toute ma vie, où les avocats sont dans le couloir et tu es enregistré dans ce que tu dis. Donc c'est tout ce que tu pourras dire pour être retenu contre toi. Tu as le droit à un avocat, il est dans le couloir, et tu n'as pas le droit à un garde de corps, mais tu pourras en avoir besoin d'un, quoi. Enfin, c'est une bonne expérience. Un peu de tension, ouais. Et il y a pas un moment là-dedans, tu veux te barrer, tu te dis non mais bon. Non, il y a aucun moment où je me barrais parce que je dois d'être. Enfin voilà, j'ai pris la responsabilité et je dois être sur le pont et à la barre pendant la tempête. Je le dois à mes équipes. T'es avec ton associé toujours ? Je suis plus avec mon associé. Mon associé est parti, mais je le dois aux équipes, je le dois à mes clients, je le dois à mes utilisateurs. Enfin voilà. Ok. Comment se finit cette histoire d'une fusion ? Officiellement. Décemment, mais la réalité non, c'est on vend la boîte à la casse, donc officiellement elle est vendue, mais la réalité c'est qu'elle est vendue, tout le monde fait un write-off. Tu gagnes 0 ? Ah oui, je gagne 0, clairement. Même si t'es pas très orienté sur l'argent, quand t'es passé à côté d'une signature à 38 millions et que tu gagnes 0, ça fait quand même un peu mal au cul ou... Non, même pas, honnêtement. Perdre la boîte était beaucoup plus douloureux. Gérer 2 ans de tempête était... c'est quoi ta situation perso, pardon ? T'es marié, t'as des enfants ? À cette époque, ouais, marié, 2 enfants. Et toi, marié, un enfant. Ouais, d'accord, et ta femme et ton enfant, enfin, peut-être qu'ils s'en foutent ton enfant, mais genre, on te dit pas, genre, non, vous êtes alignés. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Parce que toi, tu dis ça, ok, c'est facile, c'est après... Enfin non, c'est pas facile, je sais que t'es pas dans la facilité, c'est trop facile pour moi de dire ça. Mais il n'empêche que... 10 ans plus tard ou 10-12 ans plus tard, il y a quand même une réalité, c'est que tu te retrouves le bec dans le sable. Enfin, financièrement, tu veux dire ? Non, t'avais pris un peu d'argent ? Non, j'avais pas à me plaindre, hein, je savais ce que j'allais manger demain, mais non, donc j'ai perdu une opportunité d'exit, mais j'avais pas d'épargne, pas plus qu'un salarié, en tout cas pas plus qu'un cadre supérieur normal. Mais j'ai pas de besoin. Enfin voilà, moi mes vacances de rêve c'est un trek avec une tente en camping sauvage, c'est ce que j'adore faire. Enfin voilà, je suis pas un fan de bagnole, je suis pas un fan de montre, je suis pas un fan de maîtresse. Donc j'ai pas de dépenses absurdes d'une manière ou d'une autre. Donc je suis pas, voilà, c'est pas cette dimension-là qui me pèse. Perdre la boîte, louper les opportunités de croissance, pas avoir compris l'évolution technologique, les relations humaines et la dégradation des relations humaines avec un certain nombre de personnes, ça me pèse bien plus qu'un échec financier, quoi. D'accord. Donc c'est plus un échec humain et managérial et d'entrepreneur qu'un échec financier qui me paraissait très secondaire et qui me paraît toujours très secondaire d'ailleurs. Comment T'es comment dans ta tête à ce moment-là quand tu fais ce write-off, enfin que tu sors avec
Donc tu dis c'est un peu difficile de passer, mais tu dis je repars tout de suite, je rebondis. T'as un moment de déprime. Je suis physiologiquement, psychologiquement détruit complètement. Hein. J'ai tapé, je suis en bas sur tous les sujets, quoi. T'es à Bordeaux, toujours? Je suis à Bordeaux, oui, je suis à Bordeaux. J'avais passé 18 mois à Los Angeles aussi, mais je suis à Bordeaux à ce moment-là. Et je me dis, faut absolument, pour survivre, que je me refasse une santé, que je m'isole complètement, et je pars seul à Madagascar, dans des cabanes en bois au bord de la mer, au milieu de la jungle, quoi. Combien de temps? Alors, je pars. Initialement, je voulais partir au moins 15 jours, 3 semaines, enfin, durée illimitée. Et puis, au bout de 10 jours, je me dis, c'est quand même chiant. Et le plaisir de créer une boîte, c'est quand même magique. Et pourtant, t'es au bord de la mer, là, c'est translucide, c'est du sable blanc, enfin, c'est tout ce que tu veux. Mais je me dis, T'es toujours avec ta compagne à ce moment-là? Je suis toujours avec ma femme, ouais. Ta femme, t'es toujours aujourd'hui avec ta femme? Non, d'accord. Je me suis séparé. Et qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là? Alors, j'ai eu la chance, toujours la chance d'avoir mon femme et mon ex-femme absolument fabuleuses, qui supportent, comprennent, m'accompagnent pendant ces moments-là, quoi. D'accord. Et puis, je reviens, au lieu de partir 3 semaines, je reviens au bout de 11 jours. Et je me dis, waouh, faut que je remonte une boîte parce que le plaisir est fabuleux, quoi. C'est marrant, hein, ouais. En fait, c'est marrant parce que il faut y arriver à ce moment de comprendre que le plaisir est là. Enfin, il y a des moments où les Américains disent eat shit every day, tu vois, mais c'est un peu ça où en fait il y a des passes dans ta vie d'entrepreneur où t'en prends plein la gueule, et il y a un moment où en fait tu comprends que en prendre plein la gueule et être capable d'en prendre plus plein la gueule que les autres, de l'encaisser et de réagir et de le gérer, c'est ce qui fait ta force et ta différence. Plus tu vas sur un marché dur, tu fais la différence. Plus tu fais la différence, plus t'es aussi protégé. Si tu vas sur des marchés faciles et que t'as un business facile, a priori, tu vas avoir plein de mecs qui vont arriver autour de toi, hein, de toute façon. Donc, oui, et puis j'avais eu la chance à un moment où je devais aller psychologiquement et physiologiquement pas bien. J'ai eu la chance de faire un dîner avec un mec qui avait plusieurs fois fait le tour du monde à la voile. Qui ça? Je me souviens. Pas connu. Un mec, voilà, sa passion, c'était la voile, et il faisait plusieurs fois le tour du monde à la voile. Et il me disait 2 choses fabuleuses. Il me disait, lui, ce qui l'excite le plus, c'est pas Porquerolles, Toulon, c'est la mer de Tasmanie. Et il dit, au moment, quand je suis au milieu de la tempête, c'est l'enfer, je me haïs d'aimer ça, mais c'est là où il s'éclate, parce que c'est là où il pousse à bout toutes ses compétences, ses capacités physiologiques, ses capacités de marin, ses connaissances techniques, etc. Donc je trouve que c'est la démarche qui est la plus intéressante. Et puis il me dit, et puis c'est là où tu fais la différence. Enfin, entre un bon navigateur à la voile et un touriste, c'est pas le mec qui fait Porquerolles-Toulon, j'adore Porquerolles, hein, mais qui fait Porquerolles-Toulon au mois d'août. Là où le mec, il est bon, il fait la différence, c'est celui qui est au milieu de la tempête et qui reste sur le pont et qui reste à la barre et qui dit, les mecs, je traverserai la tempête. Et il y en a qui appellent le service de détresse. Non, mais ça me fait marrer parce que tu vois, en fait, du coup, je te dis, excuse-moi, mais je dis quelle bande de gros cons, parce que, en fait, je peux être un peu comme ça sur certaines choses, mais en fait, il faut quand même dire que tu as le droit de kiffer totalement, de te faire ton petit Porquerolles Toulon pépouze sur ton truc, allongé sur ton transat au bord de ta piscine aussi, ou de faire tes choses, t'as le droit, tu vois. Et c'est génial. Et c'est plus qu'un droit, t'as un besoin et c'est génial de le faire. Je dis pas, faut pas le faire. Je dis que là où tu fais la différence, là où tu vois si t'es bon ou t'es pas bon, là, c'est en te testant sur tes limites. Et tester sur les limites, c'est gérer une boîte. Tu vois, moi, j'ai appris à gérer une boîte en environnement de crise, quoi. Et ça a de la valeur, et ça m'a servi sous News Republic d'ailleurs, de dire ok, c'est parce que le News Republic, ça a aussi été up and down, donc il y a eu aussi des moments de crise, et tu te dis ok, je connais ça, je connais cet environnement, je sais comment on gère le board dans cet environnement-là, comment on gère les actionnaires, comment on gère les équipes, et ça nous a permis de passer des moments qui étaient difficiles, des moments de tempête, quoi. T'as une expérience à cet âge-là qui est juste assez dingue. On est en quelle année quand tout ça se ramasse et quand tu passes à Madagascar? 2007. J'ai dû te rencontrer à peu près à ce moment-là, un peu après, en fait. Un peu après, 2008, pas longtemps, 2008-2009. Pas longtemps, parce que... je remonte News Republic virtuellement, en tout cas, 11 jours après, légalement un peu plus tard, mais 11 jours après.
Et tu sais quoi, je peux dire que t'as pas, en tout cas, à ce moment-là, complètement shifté. T'étais pas déconnecté, etc. Parce que moi, je me souviens d'une personne, empathique, très humble, très, voilà. Hein, donc t'es pas. Moi, j'étais je vais avoir 25 ans quand on s'est rencontrés à peine. Non, un peu plus, pardon, quand même, 26, 27 peut-être. Mais je sentais pas quelqu'un qui me tu vois, qui me regardait de haut, etc. J'avais bien apprécié ça. Et c'est là où je dis que moi, je suis assez aussi impressionné. Alors aussi par la suite, hein, parce que donc pour rentrer un peu dans ce nouveau business que tu crées à ce moment-là, d'abord Mobile Republic puis News Republic. Alors moi j'étais dans la news avec Citizen Side à l'époque aussi et en fait j'étais déjà en relation quotidienne avec beaucoup de publishers, d'éditeurs de presse, de médias, etc. Je voyais la difficulté. Alors on est tôt dans l'approche techno. Les gens ils lisaient encore du papier à l'époque. C'était encore important dans le modèle économique, etc. Mais c'est vrai que je l'ai dit ici une ou deux fois, mais j'ai des souvenirs de fonds d'investissement qui me disaient encore en 2007 l'avenir de l'appareil photo sur les téléphones portables honnêtement ça va jamais marcher, tu vois. Et donc on est quand même sur des zones un peu où tu sais pas, puis quand des gens comme ça te disent ça te perturbe un petit peu, tu te dis et pour avoir bossé avec beaucoup d'éditeurs à ce moment-là, je me disais certains commençaient à voir un peu la force du mobile. Alors nous on a dû se voir au moment où l'iPhone était sorti ou sortait, enfin à peu près. Même à ce moment-là, tout le monde, c'était pas clair de savoir le succès du smartphone. Voilà, il y avait déjà eu des tentatives plus ou moins de plein de. Moi j'avais eu de Google, moi j'avais eu des smartphones. Est-ce que c'était Alcatel, est-ce que c'était Nokia, enfin voilà, Google on avait fait un, et HTC on avait fait un. Donc bon, c'était pas évident. Et toi, donc tu te dis, je vais aller convaincre des éditeurs de presse de me donner leur flux. Et voilà, on a dit ça en intro. Après, alors l'autre modèle, c'est de te faire installer aussi, du coup, dans des préinstallés, comme tu le faisais chez Infusio. Chez des constructeurs. Oui, le choix de travailler avec le constructeur, c'est un choix qui est assez facile à faire, qui est de dire où je passe par l'App Store. L'App Store, c'est aujourd'hui 1 million d'applications. Il n'existait pas vraiment en plus à cette époque-là. Mais on allait dans cette direction. Alors, c'était pas 1 million, on va dire, c'est 100 000 applications à l'époque. Maintenant, c'est 1 million d'applications. Sur 1 million d'applications, les gens on utilise 30. Sur leur mobile, et sur les 30 qu'ils utilisent, il y en a de mémoire 6 qui font 70% des usages. Donc je commence un marathon, je suis au milieu de 1 million de mecs, et je dois obligatoirement terminer au moins dans les 30 premiers, idéalement dans les 6 premiers. Ça fait un taux de mortalité à 99,9998%. Tu as peut-être plus de chances de gagner le marathon de New York, quoi. Voilà, c'est sûr que tu as beaucoup plus de chances. Ou tu fais le choix 2, qui est je travaille avec le fabricant, et là, je suis sûr que je suis dans les 30 premiers. C'est pas con comme image du marathon de New York, pardon, je rebondis là-dessus, mais en fait, quand tu te dis j'ai aucune chance de gagner le marathon de New York, il faut se dire que quand tu lances une app grand public, alors on parlait de Yuka tout à l'heure, alors je sais pas si je te sortirai cet épisode avant ou après, je l'ai tourné hier très techniquement, mais en l'occurrence, ce qu'ils font c'est formidable, mais arriver à faire ça, c'est vraiment gagner le marathon de New York, pardon. Ils ont vraiment gagné le marathon de New York. Donc, enfin, en tout cas, ils ont gagné le marathon de Paris. Voilà. On va voir s'ils gagnent le marathon de New York. Mais le marathon de Paris, ça a gagné. Ouais. Mais voilà, donc où tu te dis, je court-circuite la course de 1,30 million, je suis dans les 30 premiers certains, et si mon app est pas posée, mais vraiment intégrée dans le mobile, qui fait que quand je fais un swipe droit, tout de suite, j'ai le plein écran avec mes news personnalisées, là, tu es même dans le top 6, quoi. En fait, là, toi, tu as pris l'option d'aller voir la Fédération internationale d'athlétisme, de leur dire, écoute, mets-moi sur le podium tout de suite,
tant qu'à faire, comme ça. Ouais, ou laisse-moi courir les 100 derniers mètres. Je me rejoins en marathon, mais je cours que les 100 derniers mètres. D'accord. Puis on va voir qui court le plus vite. Donc t'as quand même à courir un peu, parce qu'il faut pas faire de la merde quand même, mais tu peux pas y aller en moonwalk, mais si tu cours pas trop mal, a priori, même un bon Kenyan qui s'entraîne depuis 4 ans, tu vas lui mettre la pâtée, quoi. Ouais, surtout s'il a déjà couru 41 km avant. C'est plus facile. Bon, après, il faut arriver à convaincre la Fédération française d'athlétisme. Ouais. C'est un autre sujet. Mais la métaphore, c'est vraiment celle-là, quoi. Et donc, en effet, c'est ce qu'on avait fait, c'est mon savoir-faire avec Infusio, et c'est ce qu'on a dupliqué avec News Republic. T'avais déjà les contacts? Plus ou moins. Déjà, ils ont changé un peu, mais pas trop. Ouais, enfin, ils ont changé de boîte, quoi. Ouais. Le mec, il a quitté, j'en sais rien, Sagem et Motorola pour rejoindre Samsung. Ouais. Super. D'accord. Ça tombe bien parce que Sagem n'existe plus en mobile, et Motorola est petit. Il y a un truc, quand même, qu'il faut que je précise, c'est que toujours, alors au-delà du talent que tu as eu pour, alors bon, on l'a vu, on va pas repasser là-dessus, mais pour convaincre en B2B ces personnes, là tu as coché la case plus tôt, tu en profites, tu surfes sur ce truc-là. Le talent que tu as eu de convaincre les éditeurs, qui est hyper dur, parce que je te disais que moi plus tard, j'ai accompagné un gros opérateur mondial de kiosques qui s'appelle PressReader, sur lequel j'ai réussi à récupérer un contrat pour les accompagner en B2B, pour déployer pour aller rechercher des éditeurs de presse en France, puis dans toute l'Europe, en fait, en dehors de l'Angleterre, Allemagne, Nordiques, même le Moyen-Orient, j'ai réussi à récupérer des contrats, un super truc. Et je me disais, attends, je vais aller voir Le Monde, je vais aller voir L'Équipe, je vais aller voir, je sais pas moi, Bild Zeitung, Le Temps et Le Soir.be. Je vais leur dire, viens sur mon kiosque. Si jamais il y a des gens qui te lisent, eh ben je te donnerai de l'argent. Donc non seulement ça te coûte rien, mais en plus ça va t'en rapporter. Tu dis c'est hyper simple. Le deal, enfin tu vois, quand tu fais du business et que t'es sales un peu dans l'esprit, tu dis ça va être c'est facile. En fait non, il y a une vraie protection parce que leur asset, leur patrimoine, c'est leur contenu. Donc faut pas le balancer n'importe où, n'importe comment. Donc toi t'as réussi à convaincre tous ces gens-là. Je m'en souviens à l'époque, Isabelle André qui était au Parisien, qui est passée ensuite au Monde, qui est désormais chez Infopro Digital. T'as convaincu des gens. En plus Isabelle était pas facile à convaincre. Ouais. Et toi, tu l'as fait, mais non seulement en France, mais sur 2500 éditeurs dans le monde entier. Ouais. C'était un exploit. Et je vais finir, avant de revenir sur ce point, parce que ce que je voulais dire à l'époque, et toujours aujourd'hui, une des choses incroyables, et là tu vas me dire, je pense que c'est peut-être plus ton équipe, je sais pas quel est ton impact là-dedans, c'est l'UX et vraiment vous avez toujours poussé, alors au moins, mais sur iPhone et en plus sur Android, les devs et moi, quand je suis passé de iPhone à Android il y a 2 ans, que j'ai téléchargé l'appli News Republic, j'ai halluciné sur l'intégration. On a l'impression que vous étiez capable d'utiliser toutes les features jusqu'au bout, au moindre détail, pour optimiser les notifs avec des photos, des choses que je voyais sur aucune application autre tierce, même les plus grosses applis mondiales, même les Facebook, même les choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire, ouais? Très très bien. Ouais. Oui. Alors super équipe. Hein. Enfin, j'ai toujours eu la chance. Moi, je suis ébloui, amoureux, admiratif des mecs avec qui je bosse. Enfin, qui bossent toujours avec toi. Et qui bossent et les mecs sont vraiment masochistes parce que tous les gens qui ont rejoint Don, qui est ma dernière boîte, ont bossé avec moi à News Republic et certains, la majorité, ont bossé avant chez Infusio. Donc t'as pas de surnom de Pol Pot a priori aussi. Où ils sont un surnom masochiste, incroyable. Donc, mais je suis vraiment, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est hallucinante en termes d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, puis en termes d'espérance, ça fait entre 15 et 20 ans qui développent du soft sur mobile. Mais comment tu l'as recruté cette équipe et comment tu la manages? Enfin, alors pardon, fini. Et puis le deuxième élément à prendre en compte, c'est que quand tu bosses avec des fabricants, ils ont un accès direct avec les équipes d'Android. Et ils ont une expertise sur bien plus poussée que toi, sur qu'est-ce que c'est que le design au sein du système d'exploitation, qu'est-ce qu'il faut intégrer, quelles sont les fonctionnalités, qu'est-ce qui va sortir dans 3 mois, 6 mois, dans les systèmes d'exploitation qui veulent voir maintenant intégré parce que le téléphone, il sort dans 6 mois. Et donc, tu es en interaction permanente, directement, avec les équipes d'Android. Je me souviens que tous les ans, avec Google, on faisait des sessions de design review où c'était l'équipe d'Android qui nous prenait l'app, qui nous la déchirait en disant voilà les 90 trucs qui vont pas du tout dans votre user experience.
Et l'équipe chez qui, pardon? Chez Google. Chez Google, d'accord. Et qui disait, si vous voulez avoir une bonne UX, les mecs, c'est ça qu'il faut faire. D'accord, mais là, chez Google, alors je veux bien, mais quand même, ou alors je suis à côté de la plaque, mais les constructeurs, ils ont quand même jamais été bons en interface, tu vois. Alors, je peux parler de Nokia, je peux parler d'Ericsson, je peux parler de Microsoft, enfin alors c'est encore différent Microsoft, mais je veux dire, tu peux pas me dire ils connaissaient les features qui sortaient, les choses, mais ils ont jamais été capables de les assembler toutes ensemble pour faire une appli correcte. Oui, mais ils te donnaient accès à toutes les features disponibles et futures d'Android et aux équipes d'Android, parce que brusquement, t'es plus un éditeur au milieu d'un million d'éditeurs. T'es un éditeur qui est intégré chez Samsung. Enfin, tu vois, la dynamique change sur ta visibilité, ta crédibilité et ton exigence aussi. Hein. Ouais, mais alors là, je pense que c'est là où aussi, c'est une sorte de quelque chose que je dois mettre en avant et sur lequel je dois te rendre hommage, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent « Attends, ça va, je suis déjà chez tout le monde, donc je m'en fous maintenant. » Tu vois, enfin, ils poussent pas le truc plus loin parce qu'ils ont le deal à se dire « De toute façon, je suis préinstallé partout, donc j'ai plus besoin de faire l'extra effort, l'extra mile pour faire un truc que les gens vont utiliser en plus et vont aimer. » Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah une fois que tu as fait une fusion et que tu t'es dit ça une fois dans ta vie et que tu t'es pris une grosse claque pas faux, et que tu ramasses la boîte à la peine, tu te dis bah ça m'arrivera plus jamais et tu es dans je ne suis jamais satisfait, je dois toujours m'améliorer. Validé par la Fédé. D'accord. Au moins on apprend de ses échecs hein, dans la famille Raymond. On n'apprend que de ses échecs à mes yeux. Mais bon. Alors, et sur cette UX et sur toutes ces choses que je mettais en avant là tout de suite, j'ai deux questions, plein de questions, mais est-ce que toi tu as un impact là-dessus? Est-ce que c'est un truc qui te passionne? Est-ce que tu suis les choses de près? Ou est-ce que c'est un truc que tu délègues totalement? Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est un truc que je délègue totalement. C'est mon chef produit, il a fait Virgin, il a fait Allociné, il a fait News Republic. C'est son cœur de métier, c'est son expertise, et donc c'est lui qui a le mot final sur les choix de user interface, d'interface utilisateur. En revanche, je suis un utilisateur permanent et premier utilisateur de l'app, et autant sur les autres sujets, le détail ne m'intéresse pas, mais vraiment pas. Et je suis plutôt vue globale, et puis les trucs à côté m'embêtent pour rester soft. Okay. Autant sur la user interface, je suis super exigeant et je regarde quel est le comportement naturel et les réflexes spontanés qu'on a versus ce que m'offre l'interface utilisateur. Quoi. Et ça, c'est de l'instinctif beaucoup ou c'est des études? Non, c'est les autres, j'allais dire. D'abord, c'est de l'instinctif pour répondre. Et puis, c'est les autres. C'est-à-dire que quand tu as l'opportunité de rencontrer des gens, que ce soit des amis, que ce soit des pros du secteur, que tu leur montres l'application, et tu vois comment ils réagissent, tu vois leurs premières réactions, tu vois où est-ce qu'ils regardent, tu vois où est-ce qu'ils cliquent. Et tout ça, tu l'enregistres et tu dis, les mecs, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui va pas, merci de l'améliorer ou de le changer, ou de pas le prendre en compte. Et ça, c'est votre décision, monsieur le boss du produit. Le product market fit. Et ne pas le prendre en compte, c'est aussi un truc très difficile, ça. C'est-à-dire que y a des retours qu'il ne faut pas prendre en compte. Enfin, je veux dire, et moi je le vis, tu vois, avec ce podcast, mais on le vit aussi chez pas mal de clients, et c'est très difficile à expliquer ça à un client. Mais tu vois, je vois un épisode que j'ai fait avec Jean de la Roche-Brochard et Simon Davlat, qui est un épisode à 3, sur lequel je me suis bien marré. On me fait beaucoup de retours, et les retours disent vraiment littéralement tout et son contraire. Ouais. Et en fait, dans les deux sens, je comprends. C'est-à-dire quand des gens me disent c'était un peu brouillon, mais on a quand même appris... mais en fait, bon, c'est un truc trop élitiste, trop entre potes, voilà. Je comprends que si t'es pas trop dans la tech, que tu sais pas qui est Jean de la Roche-Brochard et que t'as pas écouté les épisodes avec Simon Davlat, tu débarques et tu te dis, waouh, ce truc c'est pas pour moi. Et à la fois, t'en as d'autres qui suivent bien le truc depuis longtemps ou qui connaissent l'un l'autre et puis qui débarquent là-dedans et puis ils disent ils sont fun, et puis en plus qui connaissent les sujets, donc c'est hyper bien, mais c'est peut-être un peu trop pointu. Et du coup, tu t'écoutes qui, tu fais quoi, tu fais comment, voilà. Et sur le produit digital, c'est très compliqué. Parce qu'il y a en fonction de l'utilisateur qui arrive pour la première fois, qui n'a jamais utilisé une application, et celui qui est hyper techie, et qui comprend l'univers de la news, je sais pas, t'as pas du tout les mêmes réactions. Oui, et c'est là-dessus le chef produit qui filtre. Hein. Et je l'admire aussi dans le sens à sa capacité à me dire non,
Tu vois, et c'est vachement important. Enfin, je valorise le non. Il est pas bon pour mon ego, il me frustre, etc. Mais d'avoir un collaborateur qui sait te dire non, c'est vital pour la règle de gouvernance de la boîte, que ça soit sur les sujets finances, produits. Ouais. Et c'est pareil en interne et en externe. Je pense que des bons conseils et bons fournisseurs et bons clients et bons, enfin, tu vois, il y a des moments où faut accepter le non, faut le dire et faut accepter de l'entendre aussi. Alors, ouais, d'avoir quelqu'un encore plus dur quand c'est ton client qui le dit. Hein. Ça a un autre mérite. Quoi. Ouais. C'est de dire, le client te dit je veux changer ça et tu lui dis non. Faut vraiment être bon, quoi. Ouais, mais c'est vrai. Hein, moi, j'ai retravaillé un peu. J'ai déménagé récemment, j'ai refait un lieu, puis ici c'est bureau, etc. À chaque fois, tu es accompagné par exemple d'architectes ou d'entrepreneurs et qui vont te dire ah non mais ça tu fais pas quoi. Tu dis mais en fait c'est chez moi donc je fais si je veux. Et ils vont s'ils t'expliquent bien pourquoi, etc. Comment en fait, normalement ils doivent être capables de te contraindre. Et à la fois quand ils te disent oui et que derrière c'est la merde, tu vas leur dire mais t'aurais dû me dire non, tu vois. Donc c'est quand même ouais. Ok donc News Republic, pourquoi on change de nom, Mobile Republic, News Republic? Parce que nous, notre choix, c'est de faire de la news et qu'on voulait qu'on soit clair sur le fait qu'on fasse de la news. Donc, à l'époque, quand on a lancé au tout début faire de la news sur mobile, la dimension importante, c'était le mobile. Et puis, avec l'arrivée du smartphone, la dimension importante, c'est de la news. D'accord. Et vous allez donc vous déployer petit à petit, international, très vite, pareil? Oui, là aussi, très très vite. On commence par la France pour itérer et valider l'ensemble de l'écosystème, le market fit, les usages, etc. Puis très vite, on déploie sur l'Europe. Et puis une fois qu'on est en Europe, on s'étend sur États-Unis, Asie. Tout ça basé à Bordeaux, à l'origine? Et tout ça basé à Bordeaux. Et l'Europe, tu ouvres pas de bureau dans chaque pays? Comment ça se passe? Si, on est obligé, t'es obligé d'ouvrir des bureaux pour deux raisons. La première, c'est que tu dois parler aux éditeurs à chaque fois locaux, hein, donc tu vas aller chercher les médias italiens, allemands, espagnols, etc. Et puis, t'as quand même après des utilisateurs qui posent des questions, qui font des commentaires, et donc il faut bien que tu leur répondes. Puis t'as des chiffres spécifiques en termes d'usage par pays que tu dois creuser. Donc on a la news, elle est pas internationale, voilà, elle est vraiment locale. C'est-à-dire que le président du Parlement italien meurt, c'est la première page dans toute la presse italienne, c'est nulle part aux États-Unis, et c'est une petite ligne en France, quoi. Et tu là-dessus, donc tu ouvres des bureaux un peu partout. Du coup, t'es pas autofinancé puisque t'as pas forcément d'argent. T'as le relevé. Oui. Le News Republic, là par contre, ne gagne pas d'argent, n'est pas profitable, et donc on lève à chaque fois, oui. Et comment après une grosse gamelle, comment tu vas convaincre enfin, t'as pas subi t'as pas traîné un fardeau? Au contraire. Alors moi, j'ai traîné un fardeau avec moi-même, en me disant waouh. T'avais une revanche à prendre. J'ai planté mais c'est surtout j'ai planté une boîte. Enfin voilà, il y a une vraie remise en question, en loupant complètement la dimension. Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que ça va être utile pour la suite. Et c'est vraiment on apprend de ses échecs de manière atomique par rapport à apprendre de ses succès ou apprendre des expériences des autres. Ou alors on est con. C'est aussi ça. Si t'apprends pas tes échecs, voilà, où on n'apprend pas. Mais l'échec pour côté investisseur, c'est un classique. C'est-à-dire que l'investisseur, il voit 20%, 30% de ses boîtes taper. Et c'est là aussi, il regarde comment tu réagis dans cet environnement. Quand une fusio a tapé, moi j'ai eu 2 coups de fil qui m'ont halluciné et qui m'ont fait un chaud au cœur merveilleux. J'ai Inside Venture, où le partenaire me dit « Gilles, quand tu remontes une boîte, tu nous le dis ». Et je lui dis « Mais je viens de vous faire perdre 20 millions, je crois, de mémoire, ou 10 millions, je viens de vous faire perdre 10 millions ». Et il m'a dit « Oui, mais on a prévu d'en perdre bien plus. Et par contre, on a vachement apprécié ton honnêteté, le fait que tu sois sur le pont. Et donc, quand tu remontes une boîte, tu nous le dis. Nous, ça nous intéressera d'investir. » Et puis, quand j'ai commencé à avoir Et puis, l'autre coup de fil, qui était incroyable, c'est un investisseur qui avait refusé d'investir dans une fusio à l'époque où c'était une star, et qui dit « Gilles, si tu remontes une nouvelle boîte, j'aimerais avoir un droit de premier regard sur cette boîte-là, parce que même si tu as tapé, je trouve que l'expérience est fabuleuse, et la façon dont tu as géré la tempête est fabuleuse. » Et c'est en effet ce qui s'est passé, c'est-à-dire
je crée News Republic et je n'étais qu'en état de projet, que Creator me contacte en me disant, en fait, t'en es où de ton projet? Je dis, je vais avancer. Et le mec dit, on se voit. Et je dis, mais attends, j'ai pas de locaux, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de... Il me dit, OK, quand est-ce que t'as ton équipe? Et je lui dis, laisse-moi un mois. Il me dit, on se voit dans un mois. Et il arrive, et je lui présente l'ersatz d'équipe, dont certains étaient encore en poste. Et puis il me dit, OK, pour commencer, je te file 1 million. Et là, ça change complètement la dynamique. Parce que tu dis, waouh, je pensais que j'étais brûlé. Moi, j'étais brûlé intérieurement vis-à-vis de moi-même. Mais tu as un mec qui arrive à l'extérieur et qui dit, je pense pas que tu es brûlé, au contraire. Je pense que le fait que tu as réussi à traverser la tempête et à survivre de la tempête fait que tu as une valeur qui m'intéresse et je mise sur toi. Il faut peut-être quand même mieux se planter en beauté en apprenant plein de choses que de réussir en ayant été un sale type, peut-être, tu crois, ou finalement, quand tu réussis en ayant été un sale type, tout le monde réinvestit quand même en toi en se disant... Je sais pas si on va investir en toi quand t'es un sale type, mais juste la notion de sale type, que t'es planté ou pas, pour moi, elle est exécrable, quoi. Ouais. Qu'importe. Gagner plein de fric, comme en fraudant le fisc, en faisant du blanchiment d'argent, et on peut parler de la fondation après si tu veux. Oui, c'est vrai, il faut qu'on avance. HSBC ou à la UBS, ça me fait juste vomir. Non, mais même, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui, sans aller jusque-là, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'en connais, il y en a plusieurs où à chaque levée de fonds, les gens de la levée d'avant, ils n'existent plus, tu vois, on leur parle même plus, on n'a plus le temps, on s'occupe, tu vois ce que je veux dire, et en fait, une fois que tu as eu le pognon de quelqu'un, tu vas passer au stade supérieur, et puis au stade supérieur, et il y a quand même des relations un peu exécrables avec ça. Ouais. Bon, je suis plus dans la notion de construction à long terme et dans le respect qu'autre chose. Mais construire est important. Alors, on va faire un fast-forward. Est-ce que tu peux me faire un 2 minutes d'aventure? Je sais que c'est dur, mais News Republic, comment ça grossit? Comment tu le vends? Parce qu'elle est intéressante, cette notion. T'as un rendez-vous dans un quart d'heure. On va se garder, je vais avoir 15 minutes de retard. Ok, très bien. Allez, vas-y, je te laisse m'expliquer ça comme ça. Je vais essayer de pas t'interrompre. Donc News Republic, on continue notre croissance à l'international. Tu lèves combien de fois? On lève au total, on a fait 3 levées avec Creator, Xange et Intel Capital. D'accord. Le déploiement se passe bien, on fait des deals avec des fabricants et du coup on déploie en particulier avec à l'époque HTC mais aussi avec Samsung, on déploie très très vite, très très fort. On est peu visible par rapport à des boîtes, à la Flipboard, c'est vrai, qui eux lèvent 10 fois plus d'ailleurs, ils sont très visibles et puis on est dans un environnement en termes de concurrence, c'est le rêve ou le cauchemar absolu. On a en face de nous Apple News, Google News, Moment de Twitter et un moment Facebook avait lancé Paper. Donc on a tous les fagats sauf Amazon en face de nous, plus des startups super bien financées, super visibles, excellentes en communication. Mais ça ne nous empêche pas d'être la version discrète, mais qui déploie avec des utilisateurs avec plus de revenus que Flipboard, avec plus d'utilisateurs Flipboard. Enfin, c'est d'ailleurs des usages à fond, c'est ça. Vous êtes un peu les besogneux, discrets au fond, mais on est au fond de la mine. On n'est pas bon en com. On n'est pas basé à Palo Alto, mais on fait notre trou, on avance et on déploie à l'international. Et puis en Chine, on a quand même un deal avec Samsung en Chine, qui était à l'époque 2e fabricant chinois. Et puis on a un deal avec HTC, qui était un gros fabricant, qui est un fabricant taïwanais, mais qui vendait énormément en Chine. Et donc on a une visibilité qui est incroyable en Chine par rapport à la boîte bordelaise, quoi. Et donc tu distribues par exemple le contenu du Parisien en Chine? Ah non. Okay. En Chine, on joue plus. Okay. On ne distribue que du contenu officiel, validé par les Chinois, avec des risques et c'est super important pour les équipes. Mes équipes sont très claires. En Chine, ils disent il y a un risque où on va en détention administrative, entre guillemets, donc où tu vas en tôle, sans jugement, et on te dira quand est-ce que tu sors si jamais tu publies le mauvais article. Donc on rigole plus là sur la notion. Tu serres un peu les fesses à chaque fois que tu vas en Chine, du coup, en disant il pourrait y avoir une petite. Non, pas du tout. Mais tu es super attentif sur qu'est-ce que tu publies et comment tu publies, et tu veux pas mettre tes équipes en risque, quoi.
Et donc on est vite visible en Chine. Jérôme Lefebvre, qui était mon bras droit chez News Republic, va en Chine, rencontre dans le cadre du déploiement, du développement en Chine. Jérôme Perramini m'avait donné les coordonnées de Jérôme Lefebvre pour l'appeler avant de préparer tout ça. J'ai pas eu le temps. Je te remercie, Jérôme, d'ailleurs. Mais ouais. Donc, dans le cadre des déploiements, on rencontre une boîte qui s'appelle Cheetah Mobile, qui est une boîte qui est monstrueuse, qui est cotée au New York Stock Exchange, qui a 650 millions de MAU, en 80% en dehors de la Chine, donc 650 millions d'utilisateurs, d'utilisateurs mensuels. C'est 2 fois Twitter quand même, on l'oublie un peu. Donc actif mensuel, c'est vraiment des gens. 2 fois plus que Twitter. Qui avait à l'époque 300 millions quand même, donc c'est une très belle boîte. Et la boîte dit, moi je vais aller dans la news, en me basant, en capitalisant sur mes utilisateurs. J'ai essayé d'approcher en direct les médias, et comme tu l'as très bien décrit, c'est un cauchemar, ça avance pas, ils comprennent pas, et puis en plus je suis chinois, donc ils s'en méfient encore plus. Je vous propose de vous racheter. Là, on fait une négociation. À San Francisco, c'était. C'est vachement rigolo, ouais, une boîte chinoise qui va racheter une boîte bordelaise. La négociation se passe à San Francisco, avec des ruptures de négociation au milieu, enfin, avec là aussi des hauts et des bas. Je pense comme toute personne qui a vendu sa boîte en a vécu, mais je me souviens où à 23h, je claque la porte de la négociation en disant jamais je signerai un deal de ce type-là, au revoir et bon séjour à San Francisco. Enfin, pour moi, c'était fini. J'avais 6 mois de cash dans la boîte et j'étais au 2e bridge, donc au 2e financement. Et je savais que c'était la limite, donc j'étais pas en très bonne position de négociation. Donc je passe une nuit blanche à méditer sur le sujet. Et puis à 11h, l'investisseur chinois m'appelle en disant « Ok, oublie notre dernière proposition, on reprend les bases que tu voulais et puis on avance et on est prêt à venir te voir. » Tu peux dire les points d'accroche ou pas ? Oui, c'était en fait ce qu'ils voulaient, c'était qu'une grande partie du deal pour l'équipe de management soit payée sur des critères de succès définis à 12 mois et 24 mois. Comme tu connais pas, comme tu mesures pas, tu les connais, mais comme t'as pas toutes les manettes pour réaliser ces critères, grosso modo, on te fait un chèque, on te dit peut-être que tu le toucheras. Très classique quand tu te fais racheter par une corporation, le risque étant évidemment qu'eux, ils te disent je vais t'apporter énormément, que souvent, tu sais pas ce qu'ils vont t'apporter et que voilà. Après, il y a des gens comme Fred Potter qui est venu sur ce podcast. Alors, je sais pas exactement quel est le deal qu'il fait, mais il reste et il est très content après Netatmo chez Legrand et lui défend vraiment le fait que en fait, c'est aussi important d'accompagner ta boîte et pour qu'elle ait un succès chez ton acquéreur, notamment pour l'ensemble des start-upers, parce que si on commence à dire on se fait tous niquer on se fait tous avoir par les corporates, et finalement plus personne se fera racheter à la fin, donc c'est peut-être plus très bien. Mais voilà. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Tu peux faire une bonne négociation. Bien sûr. Je vais être payé maintenant et pas dans 2 ans. Ouais. Et avoir une éthique en disant, OK, les mecs, je vous dois le fait que si vous avez acheté la boîte des dizaines de millions de dollars, vous soyez content du. On est en quelle année là ? On est en 2016. 2016, tu te fais racheter, d'accord. 2016, je suis en train de dire des bêtises. Ouais, 2017. Donc t'avais traversé le pont, je crois, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Je me souviens de cette image, c'est marrant quand tu m'avais raconté ça. J'habitais de l'autre côté du pont, donc je traversais le pont. Et donc là... Et ils sont venus te voir. Hein. Oui, sur la deuxième partie, comme j'avais claqué la porte, j'aurais dit non, mais je me refais pas... Donc j'habitais Tiburon, donc au nord de San Francisco, et la négociation avait lieu dans la Silicon Valley qui est au sud, et j'ai dit je me refais pas le trajet, donc si vous voulez vraiment signer le deal, c'est vous qui venez. Et à l'époque j'habitais dans un 2 pièces, donc le deal c'est vraiment signé, en tout cas la term sheet c'est vraiment signé dans la cuisine, quoi. C'était assez rigolo comme situation, quoi. Puis après une fois que tu as signé le préaccord, donc la term sheet, après tu as 6-7 mois de négo complémentaires, ajustements, etc. Et puis la boîte donc a été rachetée 57 millions de dollars. Il t'en restait pas beaucoup, toi ? Ouais, alors tu revois tout, de toute façon. J'étais dans une dynamique en disant, écoutez, messieurs les actionnaires, voilà. Il y a eu des moments durs, on a été dilués.
Là, vous allez tous sortir très bien, parce qu'on n'avait pas levé beaucoup, contrairement à des boîtes comme Flipboard. Et donc, il faut qu'on revoie la répartition. Et les mecs les investisseurs, par le moment où ils ont un super beau retour sur investissement, disent OK, on est ouvert pour première réunion, ils sont pas ouverts, mais la deuxième et la troisième, ils sont ouverts pour D'accord. voir. Mais c'est ça aussi, construire La relation. la relation. Ouais. Donc je reprends. Mettons que t'es à la fin. Gros apprentissage pour moi, hein, mais il te reste 30% de ta boîte, par exemple, et puis t'es bon. Si te reste 30%, t'es bon. Et tu vas dire, écoutez, les gars, bon, on a quand même fait un beau truc, vous allez vous faire un retour sur investissement gigantesque, vous allez faire x5 ou x10, j'en sais rien. Et puis, moi, je voudrais vous dire que, en fait, mes 30%, ils en valent plutôt 45, ou voilà. Et si t'es bon, tu peux réussir à les convaincre, quoi. Oui, alors, on est plutôt dans des. À mon avis, c'est de 30 à 33. De 30, ta boîte a levé 3 ou 4 fois, il te reste 30% de la boîte, t'es bien. T'es super bon, quoi. T'es une unicorn et ça se passe bien, quoi. T'es plutôt, aux alentours de 10, machin, etc. D'ailleurs, tu vois, genre, le Pierre Chapaz, il était à 2 ou 3, quoi, à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tu leur dis, écoutez, l'équipe de management, elle vaut plus que ce qu'il y a sur la cap table et vous le savez très bien. Il serait faire, après un moment où vous avez un super beau retour sur investissement, que l'équipe de management ait aussi un retour sur investissement correct. Voilà, normalement, si tu as bien choisi tes investisseurs, les mecs disent OK, ça me paraît important d'être élégant. Entre le il serait faire, être élégant, et ce qui est écrit sur le contrat, et je sais pas, moi je suis investisseur, j'aurais envie de te dire, attends, mec, c'est signé, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais en effet, et avec toi, j'aurais envie de dire peut-être oui. Donc tu vois. Non, mais la réponse et ça a été leur première action, qui est de dire, attends, c'est l'histoire, on était là quand ça allait mal, on a signé. Et la réponse est oui, on a signé, mais l'environnement a quand même considérablement changé, et ça vaut le coup qu'on ouvre au moins des discussions. Après, tu peux aller plus loin. Je recommande pas, mais tu peux dire, attendez, on peut faire l'exercice. Hein. L'équipe de management s'en va. Est-ce que la boîte perd 20% de sa valeur ou plus ? Tu vois, on va voir Cheetah. On dit, vous pouvez toujours acheter la boîte, mais il n'y a plus l'équipe de management. Vous pensez quoi ? Cheetah enlève 20% ou pas ? Non, Cheetah, il sort complètement du deal. Donc, voilà la valeur ajoutée du management. C'est plusieurs dizaines de pourcents dans la boîte. Trouvons un accord. Voilà, trouvons un accord. Alors, il ne faut pas aller dans cette direction. Je ne dis pas que c'est ça la dynamique, mais ils ont bien ça en tête. Ils sont bien en disant, OK, il n'y a pas de doute que l'équipe de management, elle vaut plus que les quelques pourcentages, quoi. OK. Merci. Allez, vas-y, continue. Non, et donc pour essayer de faire le fast-forward, et donc je reste... je travaille sur l'intégration de la boîte, qui est aussi partie du deal. À Cheetah, comment intégrer. Voilà, c'est ça. Et puis là, je suis confronté... Qui marche, l'intégration ? Alors, l'intégration marche super bien, puisque je crois qu'on a perdu une personne en 12 mois dans l'équipe. Donc là, ils ont tous les contrats qui étaient les actifs qu'ils voulaient. L'équipe est là. Et après, Cheetah fait une réorientation stratégique. Donc la boîte évolue de manière différente. Mais voilà. Et puis moi, je me retrouve encore dans un environnement où je suis pas complètement à l'aise, très organisé, avec des Chinois, où je comprends très vite que tant que je suis pas chinois, tant que j'habite pas Pékin, tant que je parle pas le chinois et tant que j'ai pas la bénédiction du Parti communiste, je pourrai jamais atteindre le top 5 de la boîte. Et donc, on trouve une sortie qui convient à tous les deux. D'accord. Et ça, c'était l'année dernière ? Ça, c'était il y a 2 ans. 2017, ok. Et donc là, tu es reparti sur plusieurs projets. Alors, on va les séparer en 2 grosses familles. Un projet qui s'appelle DONE, do.ne. Ouais. NE, c'est quoi comme... Nigeria. Nigeria, d'accord. Ça doit coûter cher à l'année, c'est un nom de domaine.ne, non ? C'est le Nigeria, c'est pas US. D'accord. Et do.ne et ton projet The Signals. Ouais. On va les faire rapidement. Maintenant, on mettra des liens et puis on pourra y revenir. À la limite, c'était le bienvenu sur la génération du self. The Signals, elle est à longue lecture rapidement. Un projet quand même assez fantastique. Tu restes dans... Alors, c'est une fondation ? Ouais, complètement. Américaine. Tu l'as cofondé, vous êtes combien ? Comment ça se passe ? Je l'ai fondé. Ok. Autour de la presse, liberté de la presse. Oui, la dynamique, c'est de dire, il y a un fabuleux... la presse a un rôle à jouer de contre-pouvoir qui est important. Et cette manière de faire un contre-pouvoir efficace, c'est de faire des enquêtes à l'international. Enfin, de faire des grosses enquêtes. Or, aujourd'hui, le journaliste d'investigation, il est en train de crever parce que la presse va mal et que l'investigation, elles sont de plus en plus longues,
plus en plus coûteuse parce que c'est de l'international à chaque fois, c'est plus franco-français. Et en plus, il y a des briques de haute finance, il y a des briques technologiques, et donc tout ça fait que c'est de plus en plus compliqué. Heureusement, il y a des mecs qui s'appellent des lanceurs d'alerte, et qui, sur une clé USB, peuvent envoyer l'équivalent de 35 tonnes de documents prouvant des malversations monstrueuses, quoi. Le challenge, c'est qu'aujourd'hui, le lanceur d'alerte, quand il donne cette information, une fois que la presse l'a récupérée, le mec est mort. Physiquement, peut-être pas, mais psychologiquement, financièrement, sa vie est professionnellement, il est... voilà, il se retrouve... Stéphanie Gibault, Antoine Deltour, enfin, tu les prends tous, tous ceux qui sont sortis, ils sont morts. Et donc, se retrouve de temps en temps parqué à Moscou ou dans une ambassade à Londres. Et puis, voilà, d'accord. Et puis, la deuxième problématique, c'est la dynamique, c'est une dynamique passive. C'est-à-dire que le média attend derrière sa table qu'il y a un mec qui se réveille au Panama et qui envoie la clé USB, et ça s'appelle les Panama Papers. Mais il y a plein de sujets où les choses sont inacceptables et sur lesquels les mecs n'enquêtent pas parce qu'ils n'ont pas la source. Et donc la réflexion que j'avais, c'est de dire il faut qu'on change cette dynamique et que les médias puissent définir les sujets sur lesquels ils veulent enquêter. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé, aujourd'hui on a de la fondation, c'est 8 médias dans le monde, donc c'est Mediapart, c'est Daily Telegraph, c'est The Zeit, c'est The Intercept aux États-Unis, c'est le Los Angeles Times, etc. Et ils définissent... Un par pays? Plus d'un par pays, mais au moins un par pays. La Repubblica, enfin, ainsi de suite. Et ils définissent, eux, on n'intervient pas, les sujets sur lesquels ils veulent enquêter. Et le jour... Comment ils se mettent ils se réunissent? C'est une réunion virtuelle? L'avant-dernière s'est tenue à Bordeaux, d'ailleurs. D'accord, réel. Oui, réel, physique, dans une pièce complètement sécurisée. Tous les téléphones mobiles sont même pas éteints, ils sont sortis de la pièce. Enfin, il y a un niveau de... On parle d'enjeux qui sont toujours au-dessus d'1 milliard d'euros, donc il y a un peu d'enjeux. Ils définissent... Tu y es, toi? J'ai fait la première, j'ai fait le kick-off, qui était passionnant parce que tu as les patrons des journaux d'investigation, enfin des équipes d'investigation des plus grands journaux en Europe et aux États-Unis. Et ils définissent le sujet, et puis il y a une jour J où ils publient en première page en disant bah écoutez, on lance une enquête internationale sur le mauvais usage la dernière qu'on a lancée, des mauvais usages des data personnelles digitales. Et voilà, on lance cette enquête-là, et à partir du moment où... Et donc, il l'annonce en première page pendant une semaine, et des lanceurs d'alerte nous informent, nous donnent des informations. Ils ont fait une forme de promo éditoriale, quoi. Ouais, c'est ça. En disant, on lance ce truc, aidez-nous. Aidez-nous. Donc, on ne subit plus, on est proactif dans cette enquête. C'est nous qui définissons le sujet. 35 journalistes d'investigation se rassemblent. Donc, c'est une force de frappe. On investit. Ils s'engagent sur l'investissement? Sur le moral, enfin, je veux dire, en termes de force, d'argent, de finance, parce que c'est du temps. Enfin, oui, il y a un engagement, il y a une charte, et ils s'engagent, puis ça les intéresse énormément. Et nous, ce qu'on fait en plus de cette coordination, c'est qu'on s'engage à protéger le lanceur d'alerte si jamais par malheur, ce qui est quand même malheureusement la plupart des cas, son nom devient public, quoi. Donc on lui fournit une protection légale, un support psychologique, une formation sur comment on parle à la presse. On le protège dans sa vie privée essentiellement informatique. On fait de la relation avec les gouvernements qui sont censés le protéger. Et puis, on peut aller jusqu'à, entre guillemets, l'extraire. C'est-à-dire qu'on loue un Airbnb dans le Montana ou en Corrèze. Et on lui dit, tu restes là 3 mois et on t'appellera quand tu pourras sortir, quoi. D'accord. Et tu t'appelleras Jean-Claude Duss, désormais. Voilà, c'est ça. Et tu t'appelleras. Ouais, un style Witness Protection. Et donc voilà, ça c'est le principe de la fondation. On a déjà sorti. N'appelle pas Jean-Claude Duss, c'est pas un cadeau, pardon. on a déjà sorti une première affaire, puisqu'on a eu un truc hallucinant qui est le code source utilisé par les services secrets russes, donc le GRU, pour piloter les campagnes sur les réseaux sociaux concernant le Brexit, les gilets jaunes, l'affaire Trump et la Russie, la Catalogne. Enfin, de toute façon, dès qu'il y a une tension dans une démocratie, pouf, il y a des puissances étrangères qui rajoutent vraiment, pas d'autre mot, de l'essence sur le feu. Tu as obtenu le code source de
ils ont développé quelque chose exprès pour opérer tout ça. Ouais. Alors l'histoire, c'est qu'ils ont identifié un logiciel qui faisait déjà ça, d'une boîte espagnole, et par un montage de holding entre milliardaires russes qui reportent à Poutine, ils ont racheté le code source. Ils l'ont pas pillé, ils l'ont pas. Non, ils l'ont racheté, et puis après ils ont rajouté quelques fonctionnalités complémentaires et ils l'utilisent en pilotage, quoi. Donc voilà, ça c'est la partie fondation. Et ce code source, du coup, juste après, on finit sur la fondation, mais vous en faites quoi? Vous dites que vous l'avez récupéré, tu le donnes pas à tout le monde, du coup. On le donne pas du tout. C'est une bombe, ce truc, ouais. Mais surtout, nous, c'est une preuve, et on le voit comme une preuve, donc on l'audite techniquement, donc on fait appel à des mecs qui sont spécialisés là-dedans pour vérifier qu'il fait bien ça, quand même, qu'il a été utilisé comme ça, etc. Et puis voilà, c'est une preuve pour révéler l'affaire. D'accord. Avant d'aller sur Don, pourquoi tu fais ça? Tu rends à la presse ce qu'elle t'a donné, c'est un rôle de ça parce, vraiment par citoyen. Je me disais que je me suis retrouvé avec de l'argent plus que ce dont j'ai besoin pour manger le lendemain, et je me suis dit qu'est-ce que je fais de cet argent et comment je peux le redonner à la société. C'est quelque chose, c'est très intéressant d'ailleurs, cette culture-là aux États-Unis, elle est classique, c'est-à-dire redonner. Tu es résident fiscal américain, toi? Je suis résident fiscal américain, mais vaut mieux être résident fiscal français. C'est ce que j'ai dit, oui, ça te coûte très cher de vendre une boîte là-bas. Hein, ça coûte, mais sur tous les sujets, contrairement à tout ce que j'ai entendu d'ignorants, moi je payais 10 points de plus, pas 10%, 10 points de plus de taxes sur mes profits ou sur mes salaires en Californie qu'en France. Donc je peux dire, tu vas pas en Californie pour faire de l'économie, c'est un vrai massacre. En tout cas, les salaires sont pas dégueux. Mais tout est plus cher. Enfin, je rappelle que la taxe d'habitation, c'est tous les ans quasiment 2% de la valeur de ta maison. Donc, pour rappel. Par rapport pas con. Voilà. Donc pas du tout pour des raisons fiscales. Et du coup, d'ailleurs, j'ai perdu où j'en étais. Je te demandais pourquoi tu faisais tout ça. Tu me disais. C'est une notion qui est très intéressante aux États-Unis, qui est malheureusement une culture qu'on a apparemment pas beaucoup en Europe, en tout cas pas en France. Aux États-Unis, tous les mecs qui sont sortis, ce qu'ils appellent, ils pledge, ils font un serment qui disent je vais redonner X%, 90%, 99%, 60% de l'argent que j'ai gagné à des fondations à objet social pour le bien public. Tu as fait ça, toi? Tu as pledgé, tu as un engagement réel? Oui, j'ai un engagement. J'ai pris un engagement réel, mais je l'ai explosé en termes de dépenses. Combien de pourcents? J'ai pris tout le minimum qui se fait, qui te permet d'avoir un accompagnement là-dessus, parce qu'il y a des fondations qui t'accompagnent, qui étaient 3%, parce que je me suis dit, on ne sait pas, et c'est au tout début que tu le fais pendant que la boîte existe. Aujourd'hui, j'ai donné, il y a au moins 2 chiffres dans ce que j'ai donné, et pas un chiffre, voire même beaucoup plus que 2 chiffres. Mais voilà, mais surtout, et donc le premier chiffre est plus gros que 1, c'est ce que tu veux dire. C'est ça. Exactement. Et il y a un deuxième chiffre. Mais surtout, ce que tu dis, c'est comment je peux capitaliser sur ce que j'ai appris pour redonner à la communauté, quoi. Et il se trouve que j'avais fréquenté pas mal de médias, que j'avais compris un certain nombre d'éléments sur leurs problématiques, et ça me paraissait vachement important de dire, je peux faire quelque chose d'impactant au niveau monde, puisqu'on ne prend que des dossiers qui ont plus d'1 milliard d'euros d'impact, ou de gros droits, de violation de droits humains, et amener ma goutte d'eau dans une amélioration de la planète, quoi. Bon. Écoute, bravo. Alors, ça s'appelle The Signals. Il y a un site, quelque chose? TheSignals.org. Et on peut contribuer, faire quelque chose pour The Signals? Vous pouvez donner de l'argent. Oui, donner de l'argent. Mais même donner de l'information, donner de l'argent, donner des conseils. Enfin, voilà, on est... Ok. On est preneur, on est demandeur. C'est une petite organisation, c'est du non-profit. Et on révèle des trucs qui sont monstrueux. Enfin, voilà. Et on est accompagné par des gens fabuleux, quoi. Bon, on va aller très vite sur Don, do.ne. Alors, on est à mi-chemin dans de la productivité de l'organisation, tout c'est ce que j'aime en plus, et on va devoir en parler trop vite. Mais c'est le début de l'aventure en plus, de Don. Donc voilà, je t'ai fait une request, je crois que tu m'as pas encore autorisé à utiliser Don, je crois. C'est en cercle fermé, c'est ça pour l'instant? Le produit est pas encore lancé, mais je veillerai à ce que tu y aies accès. Donc le produit est lancé le 6 janvier de l'année prochaine, 2020. Et l'approche, l'approche est double derrière le produit Don, enfin l'application Don, c'est de dire
L'instant messaging va remplacer l'email, ou va devenir en tout cas le premier vecteur de communication dans le monde professionnel. C'est déjà le fait dans le monde privé. Hein. On utilise plus WhatsApp que Gmail, hein, ou Snapchat que Gmail, enfin qu'importe ce qu'on a choisi. Donc ça, c'est le premier constat. Et c'est ce que fait d'ailleurs Slack ou ce que fait Microsoft Teams. Mais Slack et Microsoft Teams, c'est 40 millions d'utilisateurs versus 2,5 milliards d'utilisateurs d'instant messaging dans le monde. Donc il y a une belle marche à prendre. Et puis le deuxième constat, c'est de dire c'est incroyable, je regarde comment on bosse tous depuis 15 ans derrière nos écrans. On fait 80% du temps toujours la même chose, qui est je communique par mail ou par instant messaging, je prends des rendez-vous où je monte des réunions, j'accède à des fichiers dans des dossiers et j'ai, de manière formalisée ou pas, ma to-do, donc mes tâches à faire, que je partage avec mes collaborateurs ou pas. Et pour faire ça, j'utilise 10, 15, 20 logiciels. Donc j'ai mon WhatsApp, mon Gmail, mon Outlook, mon Google Calendar, mon Dropbox, mon Wunderlist, mon Evernote, machin, etc. Et aucun de ces logiciels ne se parle entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intelligence. Et ce que veut faire Don, et ce que fait Don, c'est dire, j'ai une app qui va me permettre de faire ces 4 tâches clés, donc qui va me permettre de monter des rendez-vous, monter des réunions, qui va me permettre de partager des documents dans le groupe de travail au sein du chat que j'ai monté, qui va me permettre d'avoir ma to-do et d'affecter ma to-do à mes collaborateurs. Initialement, d'ailleurs, on a dit on fait tout ça au sein d'une app, et en fait, aujourd'hui, on constate qu'on peut aller beaucoup plus loin et simplifier la vie de l'utilisateur. Tu fais tout ça au sein du chat. Tu restes dans ton groupe de travail, tu as une thématique qui est déploiement en Espagne, tu as ton groupe de travail, et tu partages l'ensemble de ces éléments, tu crées un dossier partagé automatiquement, tu montes une réunion en 2 clics avec ses collaborateurs, tout en restant dans le chat. Mais du coup, ça remplace ce chat Slack, par exemple, ou c'est intégré à Slack? Alors, c'est à côté de Slack, j'allais dire. Pour moi, Slack a une stratégie que j'appelle de méta-application, hein, donc qui dit, si tu veux demain bosser et être intégré dans les 1000 plus grosses boîtes dans le monde, tu dois passer par ma solution qui s'appelle Slack. Donc c'est super, tu peux intégrer du Salesforce, du Zendesk, etc. J'ai encore jamais trouvé quelqu'un qui a monté un rendez-vous grâce à Slack, encore moins avec des gens à l'externe, et j'ai jamais trouvé quelqu'un qui utilisait une to-do sur Slack. Donc Slack est un outil qui est fabuleusement puissant, mais qui a un chat, mais c'est quasiment le seul point commun. Sur les fonctionnalités multi-quotidiennes qu'on utilise, Slack est pas là. Enfin, monter un rendez-vous avec Slack ou une réunion, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et c'est pas un circuit fermé. Je veux dire, si je suis sur Don, je peux monter un rendez-vous avec quelqu'un qui est pas dessus. Alors complètement. Aujourd'hui, quand le produit sortira, si tu n'as pas Don, on peut t'envoyer une invitation sur ton Google Calendar ou ton Outlook. De toute façon, on utilise le mail, classique. Et alors, je sais pas si je garantis pas que ça sera disponible le 6 janvier, mais demain, tu n'as pas Don, mais je pourrais chatter avec toi et tu recevras un email et tu pourras me répondre de ton email et je recevrai dans Don. Okay. Donc oui, over the top. Over the top, OTT. Superbe. Donc ça, on attend ça le 6 janvier. On peut préinscrire sur deo.ne. Ouais. Voilà, avec un code promo. Non, c'est gratuit pour l'instant. C'est gratuit pour l'instant, donc vous faites la promo. Voilà, si vous dites que vous venez de la part de Génération du Turcel, vous aurez ça gratuit, en plus de gratuit. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment très bon. Pré-offre Black Friday. Exactement. Oui, parce qu'on tourne cet épisode le jour du Black Friday, en effet. Et du coup, très bien. Je suis impatient de voir ça. C'est toujours avec toi, tu vois. Ça me fait peur ce genre de truc. J'aurais n'importe qui viendrait me pitcher ça. Je me dirais, mec, mais oublie quoi. Genre, t'es trop ambitieux. Tu fais ce truc. Mais avec tout ce que t'as pu faire déjà et surtout votre talent sur l'UX, je me dis, il peut y arriver quoi. T'as levé là-dessus? Alors, j'ai levé en business angel avec des mecs assez rigolos, le vice-président de Stripe, le patron de l'acquisition chez LinkedIn, d'accord, le directeur de chez Google. Donc combien? Des mecs, un demi-million de dollars. D'accord. Donc j'ai levé, puis j'ai financé. Et pour reprendre ton point, c'est monstrueusement ambitieux. Je te rejoins complètement. Oublie, comme tu dis. Ouais. Mais sincèrement, je préfère me planter à essayer de sauter 2 mètres qu'à réussir brillamment à essayer de sauter 30 cm. D'accord. Bon, voilà, ça c'est dit. Allez, je te renvoie quelques questions et je te lâche. Très rapidement, où est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on t'ajoute sur LinkedIn?
Ouais, très bien. LinkedIn, okay. super outil. Je okay. réponds, je regarde. Très bien. Gilles Raymond sur LinkedIn. Vous le verrez sur mon réseau si vous le trouvez pas. Mais bon, après, il y a peut-être beaucoup de Gilles Raymond d'ailleurs, non Pas tant que ça. Non. Ça va ouais, ça va. Ok, donc voilà. Il y en a un qui est gendarme, donc voilà. A priori, c'est pas lui. Voilà, c'est pas moi. Même si t'aurais pu, hein, tu vois, après le para, t'aurais pu être gendarme. Comment tu progresses, Gilles ? Personnellement ? Ouais, professionnellement. Alors, c'est le goût de l'autre. Et une des raisons, il y a une partie clairement qui est égocentrique, qui est la rencontre avec l'autre, hein, que ça soit, j'allais dire, un pêcheur à Madagascar, un mec qui vit le Botswana ou un chef d'entreprise, un mec de chez Google. C'est l'échange intellectuel avec l'autre. Donc, je kiffe d'écouter, de poser des questions et de comprendre l'autre, son expérience, sa vie. Je suis aussi un grand fan de philosophes. Donc, je suis un amoureux de Nietzsche. Je pense que j'ai lu toutes ses œuvres, c'est sûr, et certains bouquins 2 fois. Moi, j'ai été un peu picousé contre Nietzsche en terminale, mais comment tu te remets à Nietzsche plus tard ? T'as toujours aimé Alors pas du tout. En plus scolairement, j'ai pas été. J'étais une catastrophe sur 2 pattes. Donc et je comprenais rien. Puis à 18 ans en terminale, j'étais un préadolescent et à 20 ans j'étais un post-adolescent tardé. Donc aucune chance que je comprenne les enjeux de Nietzsche. C'est vers 30 ans, tu te dis bah tiens, je commence à me poser des questions sur le sens de la vie, sur qui je suis, sur ce que je veux construire. Donc, tu vois, assez tard quand même, en tout cas pour moi. Tu as eu la réponse sur le sens de la vie ou... En tout cas, t'en cherches. Et puis, tu te dis, tiens, il me semble que j'avais lu, à 18 ans, j'avais entendu parler, là, on me prenait la tête, sur des mecs qui avaient réfléchi sur des sujets similaires. Comment ils s'appelaient ? Tiens, il y avait un Allemand, puis il y avait un Grec, et puis tu commences à lire un bouquin, puis 2, puis 10, puis 50. Tu le mets sur ton Kindle, et puis c'est pas hyper soporifique, tout ça, c'est... Ah, moi, j'adore. Okay. Je commence par quoi ? Pour moi, le gai savoir. Enfin, et d'ailleurs, le gai savoir, c'est des petits textes philosophiques de Nietzsche et qui commencent par dire et les mecs, arrêtez, enfin, il le dit pas comme ça, mais il a plus de talent, mais il dit arrêtez de vous prendre la tête, on peut être bon et sérieux, bon et intelligent et faire de la philosophie sans être sérieux et austère. Ça s'appelle le gai savoir. Enfin, c'est les mecs, éclatons-nous, rions, soyons gays et apprenons, quoi. Le gai savoir, ok. Ce sera listé dans les livres, dans les notes de ce podcast. Bon, ta pire nuit blanche d'entrepreneur, t'en as parlé de plusieurs. Hein. Je crois qu'il y a eu le passage Infusio, certains passages difficiles. Il y a eu, donc on va passer cette question, la fin de négo. J'en ai fait un paquet des nuits blanches. Il y en a, tu sais que certains qui me disent non, moi je n'ai jamais fait de nuit blanche à cause du business. Ouais. Je les regarde, je me dis waouh. L'échec préféré, on est bon, t'en as eu là des beaux échecs, on en a parlé. Le livre le plus offert ou le livre, oui, tu viens de me dire, qu'est-ce que tu lis, Nietzsche, mais tu lis d'autres choses, il y a des trucs qui t'auraient... Ouais, alors j'ai un vrai amour pour les philosophes, et en particulier les pré-socratiques, donc avant Socrate, et mon amour absolu, c'est Nietzsche. Je lis bien évidemment les bouquins business, mais quand je revois les bons conseils de vie que donne un grand entrepreneur ou autre, t'as envie de dire, il y a des mecs qui ils n'ont pas monté une boîte, mais ils ont fait des trucs assez magiques. Il y a 2000 ans, ou il y a 500 ans, ou il y a 200 ans, et puis c'est là-dessus qu'ils ont passé leur vie. Voilà, lisez plutôt ça que lisez la dernière citation d'un grand entrepreneur. Lis une bonne bio de Napoléon, tu verras aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, donc, j'adore quand Mark Zuckerberg fait de la philosophie, mais c'est un chef d'entreprise, c'est pas un philosophe. Voilà. Très bien. Et si tu avais l'occasion de te murmurer à l'oreille de toi-même un petit mot quand tu montes Infusio au début et que tu pouvais te dire quelque chose avant toutes ces montagnes russes, qu'est-ce que tu te dirais, Gilles ? Je suis... Et j'essaie de garder d'ailleurs vraiment une phrase que j'adore, c'est gardons l'innocence, quoi. C'est-à-dire, seuls les innocents ne savaient pas que la chose était impossible, ils l'ont faite. Et l'innocence, elle a quelque chose de fabuleux, c'est qu'on continue à être soi-même. On n'est pas pollué, quoi. Et retrouver qui on est, et j'allais dire devenir qui on est, c'est tellement magique pour moi. Enfin, tu vois, tu disais, c'est quoi le sens de la vie ? Enfin, voilà, pour moi, le sens de la vie, c'est ça, c'est de dire, ok, qui on est, et devenir qui on est en évitant toutes les pollutions sociales, sociétales qu'on subit, quoi. Écoute, c'est une très belle manière de finir cet épisode parce que se dire qu'on peut revendiquer cette innocence en ayant un parcours brillant et puis des exits et puis des belles choses que tu construis comme ça, c'est bien. Tu vois, j'étais en train de me dire que j'étais bien innocent en commençant cet épisode et en me disant que j'allais te lâcher à l'heure.
et que je te lâche plus qu'un quart d'heure en retard parce que tu devais être il y a un quart d'heure sur les Champs-Élysées, donc tu y seras dans un quart d'heure, tu as une demi-heure de retard. Mais j'y croyais vraiment, et vraiment, je t'assure, hein, j'y croyais vraiment. Je me suis dit, je vais être sympa, je peux pas lui faire ça. Et ben voilà, et je l'ai pas fait. J'ai été innocent une fois de plus. C'était un plaisir. Ben voilà, je te remercie Gilles, c'était vraiment trop cool. J'ai appris plein de choses une fois de plus aujourd'hui dans cet épisode. On se revoit à Bordeaux prochainement. Tu sais quoi, je viendrais bien te voir à Maui quand même. Ok. Tu peux m'inviter ? Ouais, avec grand plaisir. On refera un épisode. Si je viens à Maui, je ferai un épisode. Ok. On a un deal et j'ai plein de témoins. J'ai 500 000 témoins. La vache, c'est loin quand même, 27 heures de vol. Mais je suis chaud. Merci Gilles, merci à tous. Je sais pas quand je publie ça. On va être dans les fêtes par là, je sais pas quand, mais voilà, je vis un truc fou avec cet épisode, avec ce podcast, avec tout ça. Je veux repasser des moments, d'avoir ces 2 heures avec Gilles que je lui réclamais depuis longtemps. Et c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie, je vous embrasse, je vous demande de le partager autour, de faire plein de notes, de choses, mais ça, je le dis tout le temps. Et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, sans doute, sur Génération Do It Yourself. Salut. Bravo. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Vous pouvez le faire tous les jours et c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur cet épisode et particulièrement Morgane Prudhomme de Studio Module pour l'habillage sonore. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.